Salut à toutes et à tous pour cette vidéo. C'est un dossier spécial Ukraine-Russie que je me permets de vous faire pour essayer de vous décrire un petit peu les dessous des cartes du conflit. Donc c'est une vidéo qui m'a pris énormément de temps à réaliser hein, pour réunir toutes les informations, hein, que ce soit l'histoire des deux pays, les dessous du conflit, qu'est-ce qui a poussé l'Ukraine et la Russie à entrer en guerre, qu'est-ce qui a poussé Vladimir Poutine à envahir l'Ukraine, comment expliquer la réaction des Occidentaux, de l'Europe, des États-Unis, de la Chine, et quelles pourraient être les conséquences à court, moyen et long terme sur la carte du monde, hein, sur les relations entre les différentes puissances. Parce que ce conflit pourrait avoir des répercussions sur le renforcement de certains pays et l'affaiblissement d'autres pays ou d'autres zones. Alors, je vais faire quelques disclaimers parce que je vois, hein, que ce conflit, heu, disons suscite les passions. Alors mon analyse, elle a pour objectif vraiment d'établir une réflexion froide et sereine dans laquelle je m'efforce de sortir de quelconque, parti, pris. Moi je ne suis personnellement ni pro, ni anti-russe, ni pro, ni anti-ukrainien. Je ne suis, ni un fan de Vladimir Poutine, le président russe, ni un fan de, Volodymyr Zelensky, un président ukrainien. Je ne suis pas un expert en géopolitique, hein, j'ai pas du tout cette prétention, mais j'ai passé des dizaines d'heures à suivre et analyser, l'actualité. Non pas forcément par passion, je suis pas historien, mais parce que je suis un investisseur et j'investis, une grosse partie, hein, de mon patrimoine, sur, les marchés immobiliers et les marchés financiers. Et évidemment, c'est quasiment, très dangereux, d'investir, d'être investisseur, en ignorant, ce qui se passe dans le monde, hein. Ça peut être l'actualité sanitaire, hein, avec le covid, mais aussi l'actualité, géopolitique. Alors, moi, je me suis pas mal intéressé, hein, à ce conflit, aux origines de ce conflit, à ce qui se passe, disons, à ce qui se joue un petit peu en dessous de table, hein, dans les couloirs, en marge des réunions officielles. Et mon objectif est de vous donner des éléments pour comprendre justement les dessous de ce conflit russo-ukrainien et le rôle ambigu des autres puissances, qu'il s'agit des Européens, des Américains ou des Chinois. Parce que les choses évidemment ne sont peut-être pas aussi claires, aussi simples, que peuvent nous décrire, les médias, hein, que ce soit les médias, entre guillemets, pro-occidentaux ou les médias pro Kremlin. Voilà, moi j'essaye vraiment, je vais essayer de vous donner vraiment une vision d'investisseur. Alors voici un petit peu le plan, de ce dossier, hein, donc il y a énormément de slides. Alors il y aura 6 parties, donc là pour sur la première partie, je vais commencer par vous détailler un peu un historique des relations russo-ukrainiennes, qui ne remontent pas à 2010, hein, vous vous en doutez. Ensuite, je vais attaquer l'historique des relations Est-Ouest, hein, depuis, Yalta en 1945, jusqu'à aujourd'hui. Avant d'enchaîner sur une troisième partie, pour vous expliquer pourquoi l'Ukraine est au centre d'un jeu entre les pros et les anti-OTAN, entre les pro-OTAN et la Russie. Ensuite, dans une quatrième partie, j'essaierai un petit peu de décrypter quel pourrait être le nouvel ordre mondial qui pourrait émerger suite à ce conflit. Bien évidemment, j'enchaînerai avec les conséquences sur les marchés boursiers, les marchés financiers, et je vous montrerai en fait que la manière dont je vois, les choses en fait, c'est en phase avec non pas avec ce que les médias nous présentent, bien évidemment, mais avec ce que les marchés, heu, nous montrent. Parce que finalement, ce qui est important pour nous investisseurs, hein, pour nous conquérants de la liberté financière, c'est justement, d'essayer de préserver son patrimoine, avec ce qui se passe, actuellement. Et enfin, je terminerai ce dossier par, des conclusions et
des conseils que je peux vous donner, là encore à titre d'investisseur. Alors on va commencer par la première grosse partie sur l'historique des relations entre les Russes et les Ukrainiens et vous allez voir que ça ne remonte clairement pas à hier. Alors on va commencer par, l'Ukraine, hein. L'Ukraine est un pays, déchiré aujourd'hui, mais qui a malheureusement dans l'histoire servi de laboratoire à toutes les horreurs. Donc vous allez voir, hein, dans cette vidéo, hein, j'ai beaucoup de compassion pour les Ukrainiens, beaucoup de compassion aussi pour les Russes, hein. J'ai des amis ukrainiens, des amis russes, je n'ai vraiment aucun, voilà, j'ai pas de parti pris. Je vais essayer un petit peu, voilà, de prendre un petit peu de la hauteur par rapport à ce bouillonnement, on va dire, des médias. Alors l'Ukraine, tout d'abord, a été un pays victime des 2 plus grandes famines du XXe siècle, sous Lénine et sous Staline. Alors en 1921, suite à la révolution russe de 1917, hein, qui a vu l'arrivée au pouvoir de Lénine et des bolcheviks, une terrible guerre civile éclata entre les pro-tsars et les communistes. Alors pour approvisionner les villes, les bolcheviks réquisitionnèrent les greniers à blé et l'Ukraine subit sa première grande famine qui fit 1 million de morts. Donc évidemment, comme l'Ukraine est un gros producteur de blé, d'ailleurs on verra comment les prix du blé flambent depuis justement l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Déjà, il y a plus d'un siècle, il y a un siècle, les paysans ukrainiens produisaient énormément de blé pour leur subsistance, mais aussi pour les vendre. Et ce qui s'est passé, effectivement, quand les bolcheviks sont arrivés au pouvoir, ils ont réquisitionné le blé produit par les paysans ukrainiens, ce qui a malheureusement abouti à une famine parce que le taux de collecte de blé était supérieur à ce que les Ukrainiens avaient besoin pour se nourrir, pour vivre. Et donc on a eu une terrible famine qui a fait 1 million de morts. Alors suite à cela, et après la fin de la guerre civile, Lénine a assoupli disons le communisme de guerre et a introduit une dose de libéralisme qui est la NEP, hein, la nouvelle économique politique, qui permet aux paysans de pouvoir déjà vivre de leur récolte, mais d'exporter, de vendre au prix qui leur semble le meilleur leur récolte de blé. Et là, du coup, l'Ukraine a pu se redresser après cette première très très grosse famine, hein, et les paysans ukrainiens ont pu à nouveau, enfin ceux qui ont survécu, parce qu'il y a eu quand même eu 1 million de morts, ont pu souffler et, disons, commencer un peu à revivre. Malheureusement, ça n'a pas duré très longtemps puisque, on a eu le grand tournant en 1931, donc Staline, hein, qui s'est imposé, par rapport aux autres prétendants, donc suite à la mort de Lénine, hein, et notamment qui a évincé, Trotsky, puis, Boukharine, Kamenev et Zinoviev. Donc Staline prit les pleins pouvoirs et il mit fin à la NEP et mit en place la collectivisation des terres, donc avec les kolkhozes et les sovkhozes. Afin de faire de l'URSS une très très grande puissance industrielle et militaire, donc il mit fin à la NEP. Malheureusement, les paysans ukrainiens qui avaient enfin pu souffler, qui avaient pu prendre un peu de liberté, évidemment, ils se sont opposés à cette collectivisation. Enfin, c'est la collectivisation, c'est on leur retire le droit à la propriété. C'est un peu comme si vous, d'un jour au lendemain, l'État dit votre maison que vous avez passé votre vie à payer, à rembourser le crédit, la maison ne vous appartient plus. C'est un peu ce qui s'est passé pour ces malheureux paysans ukrainiens. Et que fit Staline? Donc déjà, Staline affubla le nom terrible de kulak, c'est-à-dire que le moindre paysan ukrainien, alors pas que ukrainien, il y a les paysans russes aussi, mais l'Ukraine était quand même le grenier à blé. Le moindre paysan ukrainien qui avait ne serait-ce qu'une vache, qui avait voilà quelques mètres carrés de blé, on lui affubla le surnom de kulak, c'est-à-dire de profiteur. Et donc du coup, Staline décréta en fait la collectivisation et donc la confiscation des terres, mais également des semences, hein. Donc les Ukrainiens ne pouvaient même plus utiliser leurs semences pour ressemer du blé, pour pouvoir vivre, tout simplement. Et donc là, on aura une immense famine, hein, la deuxième famine donc, au début des années 30,
qui a fait 7 millions de morts. D'ailleurs, les Ukrainiens appelleront cette famine l'Holodomor, c'est-à-dire la mort par la faim. Donc ça a été vraiment, vraiment tragique, hein. Les Ukrainiens ont payé un très, très lourd tribut à la politique des bolcheviks, de Lénine d'abord, puis de Staline ensuite. Alors ensuite, malheureusement pour les Ukrainiens, les horreurs ne sont pas finies. Les Allemands, lorsqu'ils ont déclenché l'invasion de l'Union soviétique, l'Ukraine, à l'époque, faisait partie du bloc, hein, de l'Union soviétique, elle n'était pas un pays vraiment en tant que tel. Les Allemands furent d'abord accueillis en libérateurs par les Ukrainiens. Parce que, bah, évidemment, après des souffrances, après avoir été maltraités, malmenés, après avoir perdu énormément de leurs proches, hein, victimes des famines et des purges, bah, lorsque les Allemands sont arrivés, beaucoup d'Ukrainiens étaient soulagés. Ils voyaient dans un premier temps les Allemands comme des libérateurs. Et d'ailleurs, le fils de Staline, qui a été capturé par les Allemands, lors de sa captivité, il révéla que si l'Allemagne supprimait le communisme dans les régions conquises, en particulier en Ukraine, la population soutiendra l'envahisseur contre Staline. Donc voilà, même le fils de Staline qui a été capturé, il a confié aux Allemands qui l'ont pris prisonnier que il suffisait pour avoir la légitimité de la population, pour avoir le soutien de la population ukrainienne, qu'il suffisait juste de les laisser vivre, en fait, de supprimer le communisme. Et donc, en fait, lorsque Poutine, pour revenir au conflit actuellement, lorsque Poutine parle de dénazifier l'Ukraine, en fait, il fait référence à cette période-là. Il fait référence et c'est quand même un raccourci, à ces Ukrainiens qui ont accueilli les Allemands un peu, voilà, à bras ouverts, comme des libérateurs. Mais bon, ce que Poutine ne dit pas, c'est que d'une part, il faut préciser le contexte. Lorsque vous avez une population qui a été affamée, qui a été décimée, bah forcément, lorsque une armée pénètre dans ce territoire, bah on va dire, c'est humain d'accueillir finalement cette armée, entre guillemets, ces envahisseurs, comme des libérateurs, parce que vous avez tellement souffert que vous êtes heureux de les voir. Donc ça, c'est, disons, le premier raccourci finalement que fait Poutine. Le deuxième, c'est que bah, les Ukrainiens aujourd'hui, hein, ceux qui dirigent Kiev aujourd'hui, bah, n'ont rien à voir avec les nazis d'il y a 70 ans. Et les Ukrainiens, euh, je peux me tromper, mais n'avaient pas réellement des penchants, on va dire, naturels pour le nazisme. Ils ont juste accueilli l'armée allemande en libératrice, tellement ils ont été en fait opprimés par les purges staliniennes et par la famine stalinienne. Malheureusement, justement, pour enchaîner, cette joie fut de courte durée, puisqu'on va passer de l'horreur soviétique subie par les Ukrainiens à l'horreur nazie. Donc il y a eu donc Yakov, donc le fils de Staline, a indiqué aux Allemands la meilleure façon de vaincre Staline finalement, ce qui consistait finalement à avoir le soutien de la population ukrainienne. Malheureusement, les Allemands n'ont pas du tout suivi les recommandations de Yakov, Staline, hein, et ils ont décidé d'appliquer jusqu'au bout la doctrine rédigée dans Mein Kampf, qui divise les êtres humains en races, avec trois types de races. La race dominante, hein, les Aryens, des races entre guillemets esclaves qui ont pour seul objectif de servir entre guillemets la race des seigneurs, les Aryens. Donc ces races entre guillemets esclaves, c'est les Slaves, donc notamment les Ukrainiens, les Russes, etc. Les Noirs, les Africains et les Latins. Donc quasiment tout le monde, quoi, tous ceux qui sont pas rien. Et enfin, un troisième type entre guillemets de race à éliminer, c'est les Juifs et les communistes. D'ailleurs, Hitler parlait de complot judéo-bolchevique. Et d'ailleurs, pour celles et ceux qui sont férus d'histoire, c'est non loin de Kiev, dans le ravin de Babi Yar, que va démarrer les premières exécutions de masse des Juifs, bien avant les terrifiantes chambres à gaz mises en place dans dans les camps d'extermination. Donc cet événement, en 1941, est appelé d'ailleurs la Shoah par balle. Donc on voit vraiment que l'Ukraine a payé un très très lourd tribut
vraiment aux différentes horreurs, qu'elle a pu subir. D'abord des soviétiques, sous Lénine, sous Staline, mais ensuite évidemment sous les nazis, sous Hitler. Et alors c'est pas fini parce que, lorsque, les Allemands ont fini par perdre à Stalingrad, puis à Koursk et ont commencé à reculer, bah, l'armée rouge a avancé et elle est revenue en Ukraine. Elle a reconquéri l'Ukraine et là malheureusement, bah, le calvaire des Ukrainiens continue avec la débâcle de la Wehrmacht, parce qu'avec le retour de l'armée rouge, les soviétiques ne se contentent pas de libérer l'Ukraine, mais vont se livrer à des exécutions de masse de personnes soupçonnées d'avoir accueilli favorablement les Allemands. Et donc au nom de la dénazification de l'Ukraine, donc déjà on parlait de dénazification de l'Ukraine en 1944, des dizaines de milliers d'Ukrainiens furent exécutés sans aucune forme de procès. Voilà. Et plus récemment, donc avant cette guerre qui a lieu en ce moment, bah, l'Ukraine en 1986 a encore fait la une des journaux avec la plus grande catastrophe nucléaire matérialisée par l'explosion de la centrale de Tchernobyl. Donc tout ça pour vous dire voilà que l'Ukraine enfin le peuple ukrainien est un peuple qui a énormément souffert et qui a été réellement pris vraiment en tenaille entre les soviétiques, et d'un côté et les Allemands, de l'autre côté. Alors maintenant, on va passer aux Russes, qui est aussi un peuple qui a énormément souffert, hein. Le peuple russe, hein, c'est un peuple millénaire, fier de son histoire et qui a également, beaucoup souffert. Alors c'est un peuple, qui, rappelons-le, a résisté à 2 grandes invasions, qui a quand même mis fin à de grosses hégémonies, hein. Je rappelle que la Russie a mis fin à l'hégémonie napoléonienne avec la fameuse Bérézina en 1812 et il ne faut pas oublier que la Russie a mis fin à l'expansion allemande en 42. C'est-à-dire que, c'est pas pour faire, voilà, moi je suis français, il faut quand même constater que quand les nazis se sont étendus, la France a rapidement capitulé, hein. Ça malheureusement, voilà, c'est un fait historique, hein. La France est très rapidement rentrée en collaboration avec les nazis, alors que l'Union soviétique a énormément résisté à l'envahisseur allemand et est en grande partie grâce aux soviétiques que l'Europe a pu être libérée du joug des nazis. Alors il y a évidemment eu les Américains, bien évidemment, dont il ne faut clairement pas oublier leur rôle, mais les soviétiques ont quand même aussi mis fin à l'expansion de Hitler comme ils ont mis fin à l'hégémonie napoléonienne. Donc c'est un peuple qui a quand même, voilà, qui sait ce que le mot sacrifice signifie. Donc c'est un pays qui a effectivement payé un tribut extraordinaire dans les 2 guerres mondiales. Il a d'abord été vaincu en 1917, hein, par les Allemands suite à la chute du tsar. Le traité de Brest-Litov priva la Russie d'une très grande partie de son territoire. Et pour la Deuxième Guerre mondiale, donc même si l'Union soviétique a été est sortie vainqueur de la Seconde Guerre mondiale, elle a quand même perdu 25 millions de personnes. Enfin, l'Union soviétique, la Russie d'abord, puis l'Union soviétique ensuite, est le pays qui a donné le plus gros tribut en termes de vies humaines dans les 2 guerres mondiales. C'est quand même c'est quand même un peuple voilà, qui aussi, qui impose, quand même le respect. Et parmi les millions de morts soviétiques, bah, il y avait également, il y avait aussi les Ukrainiens puisque l'Ukraine était rattachée à l'Union soviétique. Alors la Russie et ses voisins, donc ça aussi il ne faut pas l'oublier, ont longtemps vécu en symbiose. Donc après des décennies sous l'influence des tsars, puis des communistes sous l'URSS, les différents peuples composant l'ex-Union soviétique ont eu des destins entremêlés. Euh, donc Staline, qui a dominé l'Union soviétique avec une main de fer, était géorgien, hein, il ne faut pas l'oublier, et il s'est entouré d'une garde rapprochée composée de beaucoup de Géorgiens, notamment Lavrenti Beria, qui était le chef de la police politique, le NKVD. Rappelons que Poutine descend aussi du KGB, qui est aussi la police, enfin les renseignements soviétiques, les renseignements russes. Khrouchtchev, qui a eu un rôle central sous le règne de Staline et qui a ensuite pris le pouvoir à Moscou de la mort de Staline à la crise des missiles de Cuba en 1952,
a fait une grande partie de sa carrière en Ukraine et c'était un sympathisant ukrainien. Et d'ailleurs, il a par décret, Khrouchtchev fit don de la Crimée à l'Ukraine en 1954. Donc, on voit bien que voilà, c'est pas qu'aujourd'hui, quand on nous présente d'un côté la Russie, de l'autre l'Ukraine qui se battent, bah, il faut savoir que ça n'a pas toujours été le cas. Ce sont quand même des peuples qui se sont mélangés, qui ont collaboré, qui ont combattu sous notamment par rapport aux famines staliniennes, mais ce sont quand même voilà des peuples qui ont eu des destins qui se sont entremêlés, qui se sont croisés en fonction justement bah, des dirigeants. Staline a été extrêmement dur vis-à-vis de l'Ukraine. Il a affamé une partie de la population ukrainienne. Khrouchtchev, qui reprend le flambeau de Staline, qui a critiqué d'ailleurs les purges de Staline, bah, il a fait don de la Crimée à l'Ukraine en 1954. Donc on voit que les choses sont quand même assez complexes. Alors, toujours sur le peuple russe, c'est aussi un peuple qui a appris à supporter la rudesse de ses dirigeants. Il y avait un j'entendais une interview d'un général, français, qui disait que, la Russie et l'Union soviétique avant, c'est des territoires tellement vastes, des peuples tel une mosaïque de populations tellement différentes, sur quand même je ne sais pas combien de fuseaux horaires ça couvre, bah, qu'un dirigeant russe devait être dur, devait être, un peu entre guillemets, limite tyrannique. D'ailleurs, quand on voit l'histoire de la Russie, hein, on a eu Ivan le Terrible, on a eu Pierre le Grand, on a eu les tsars, enfin les tsars, on a eu Lénine, on a eu Staline. Enfin, la Russie a toujours, enfin, a eu des dirigeants souvent très très durs. Pourquoi? Parce que c'est un pays dur. C'est un pays avec avec beaucoup de cultures différentes, avec aussi un climat très difficile. Donc voilà, c'est aussi ça enfin la rudesse fait partie de l'histoire russe. Faut pas rappeler, voilà, les Russes ont vécu sous le joug des tsars, donc équivalent de la monarchie en France jusqu'en 1917 et le niveau de vie des Russes en 1917 était proche de celui que vivaient les Français au Moyen Âge, donc plusieurs siècles avant. Donc il y a eu une tentative d'instauration d'une démocratie après la révolution russe, mais elle a vite été tuée dans l'œuf par l'instauration d'une nouvelle dictature, donc le communisme, donc via les bolcheviks. L'effondrement de l'URSS a donné naissance à un régime d'abord faible, sous Boris Yeltsin, mais qui a vite été remplacé par le régime nationaliste de Vladimir Poutine. Donc voilà, donc la Russie, voilà, c'est un peuple qui a voilà, qui a énormément souffert et qui a eu voilà l'habitude d'avoir des dirigeants très très durs. Et d'ailleurs, encore aujourd'hui, lorsque il y a eu des sondages qui ont été faits auprès de la population russe pour leur demander quel homme politique ils admirent le plus de tous les hommes politiques qu'ils ont pu avoir sur ces 100 dernières années, et ben, celui qui arrive en première position, c'est pas Vladimir Poutine, c'est Joseph Staline. Malgré, tout ce qu'il a fait, les goulags, les exterminations. Donc voilà, donc il faut voilà, la culture, des Ukrainiens, des Russes n'est pas nécessairement la même que notre culture à nous autres Européens, de l'Ouest. Ça, c'est quelque chose quand même qui est important à savoir. Alors le peuple, le peuple russe, voilà, donc il faut pas non plus donc c'est un peuple qui a connu la rudesse, mais il faut pas non plus, les voir comme des barbares, des sauvages, parce que les Russes ont été à l'avant-garde de grands progrès sociétaux. Je rappelle que lors de la formation du premier gouvernement Lénine, une femme fut nommée ministre en 1917. 1917, vous avez déjà des femmes au gouvernement. Moi, je rappelle juste qu'en France, les femmes n'ont eu droit de vote qu'après la Deuxième Guerre mondiale. Et même dans les années 60, une femme ne pouvait ouvrir un compte en banque que avec l'accord de son mari. Donc c'est pour vous dire, alors que les Russes, eux, les femmes russes avaient déjà des positions dans la société très très tôt. Enfin, il y a déjà un siècle, elles avaient déjà des positions dans la société.
durant la Deuxième Guerre mondiale, les femmes russes combattaient aux côtés des hommes. Elles ne faisaient pas que de la figuration, elles pilotaient des avions, elles étaient tireuses d'élite. Donc voilà, donc quand on parle aujourd'hui d'égalité homme-femme, on est fier évidemment de revendiquer l'égalité homme-femme, et moi je fais partie de ceux qui militent pour l'égalité homme-femme. Bah, il faut savoir que les Russes sont très très en avance sur nous en matière d'égalité homme-femme. Par ailleurs, les Russes ont été à la pointe dans l'éducation, la médecine, les sciences, l'armement. Regardez la station spatiale, hein, les Russes interviennent énormément dans tous les projets de conquête spatiale. Donc c'est quand même un peuple qui a su se réinventer, qui a su résister à la rudesse du climat, la rudesse politique, la rudesse des dirigeants. Donc c'est quand même un peuple qui est quand même, voilà, qui a su faire preuve d'une très très grande résilience. Et pourquoi beaucoup de Russes, en tout cas, admirent Joseph Staline, qui a été autrement plus dur que Vladimir Poutine, parce que Joseph Staline a fait passer la Russie du Moyen Âge, donc à la fin des années, au début des années 20, la Russie était encore moyenâgeuse, avec quasiment 97% de citoyens qui vivaient de paysans et qui faisaient de l'agriculture manuelle, hein, avec avec des bœufs, c'était même pas une agriculture motorisée. Il a fait passer donc la Russie du Moyen Âge à une puissance nucléaire, une puissance spatiale, une puissance médicale, une puissance d'éducation. Le taux d'alphabétisme n'a jamais autant augmenté que sous Staline. Et donc c'est ce qui explique pourquoi beaucoup de Russes ont parfois cette nostalgie de Joseph Staline. Donc tout ça pour vous dire que c'est important, vous voyez, pour comprendre un petit peu le conflit actuel, c'est important de voir, de comprendre un petit peu la mentalité, la philosophie des populations russes et ukrainiennes. Alors maintenant, on va passer à la deuxième partie, cette fois-ci, qui est l'historique des relations russo-occidentales. Parce que ça aussi, c'est important. Pourquoi aujourd'hui l'Ukraine cristallise autant les tensions entre la Russie et les Occidentaux? Et là, c'est l'objectif de cette deuxième partie, c'est pour vous rappeler un petit peu l'historique des relations entre les Russes et les Occidentaux. Alors, on va reprendre un petit peu l'histoire à partir de la Deuxième Guerre mondiale. Alors, à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, on voit la naissance de trois catégories de nations. Donc, on a vraiment les vaincus, hein, ceux qui ont été, entre guillemets, battus à plat de couture, mis à genoux, l'Allemagne, l'Autriche, l'Italie, le Japon, qui vont être clairement occupés. Donc là, on a vraiment les vaincus de la Deuxième Guerre mondiale. Ensuite, on a des puissances qui font partie des vainqueurs, mais qui vont rapidement décliner. Notamment la France et le Royaume-Uni, qui vont perdre progressivement leurs colonies, notamment sous la pression des États-Unis, qui vont à l'époque se présenter un peu comme des libérateurs et qui vont présenter la France et le Royaume-Uni un peu comme des puissances coloniales archaïques et qui doivent progressivement rendre la liberté aux peuples qu'ils ont soumis, qu'ils ont colonisés. Et enfin, on a la troisième catégorie, les super vainqueurs. Il y en a deux, les États-Unis d'Amérique, hein, et l'Union soviétique, donc l'URSS, qui ont aussi, donc en plus d'être des superpuissances, ont des visions diamétralement opposées. On a d'un côté les États-Unis d'Amérique qui vont symboliser le capitalisme, le libéralisme, le libre-échange, et de l'autre, l'Union soviétique qui incarne, entre guillemets, le communisme, l'État tout-puissant et la lutte contre la propriété privée. Donc on a deux superpuissances nucléaires qui ont aussi des idéologies radicalement différentes. Et à ce moment, donc à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les deux grands alliés vont se retrouver antagonistes. Donc les puissances coloniales, hein, comme la France et le Royaume-Uni, se retrouvent vassalisées par le géant américain, même si le général de Gaulle fera tout pour que la France puisse parler d'une voix qui lui est propre, sans être sous influence des deux grands. Et donc même le général de Gaulle n'aura pas peur, c'est là que voilà, on voit que tout le monde n'est pas de Gaulle, n'aura pas peur, surtout à l'époque, de dire que l'OTAN c'était un machin. Ce qui est pas évident. Aujourd'hui, déjà, critiquer l'OTAN, c'est pas simple. Alors, imaginez à l'époque où les États-Unis étaient vraiment étaient hyper puissants, oser critiquer l'OTAN,
surtout de la part d'un pays qui venait quand même d'être libéré par les Américains, bah, il fallait avoir du courage. Et le général de Gaulle, il l'a fait. Voilà, ça c'est la petite parenthèse un petit peu du rôle de la France dans tout ça. Alors on va maintenant un petit peu vous décrire, je vais essayer de vous décrire un petit peu l'évolution des relations entre les soviétiques, hein, les Russes, et les Occidentaux de la Deuxième Guerre mondiale à aujourd'hui. Alors tout commence en 1945, hein, en février 45, avec la conférence de Yalta. Alors du 4 au 11 février, donc Churchill, Staline et Roosevelt se réunissent à Yalta, en Crimée, pour décider du sort de l'Allemagne vaincue. Donc ils décident des modalités d'occupation de l'Allemagne divisée en 4 zones d'occupation. Donc Berlin en zone soviétique sera aussi découpé en 4 secteurs. Donc si la conférence de Yalta débouche sur l'entrée en guerre de l'Union soviétique contre le Japon et la création de l'Organisation des Nations Unies, hein, l'ONU, elle est suivie en juillet et août de la même année par la conférence de Potsdam où l'atmosphère sera bien plus tendue qu'à Yalta. Donc en effet, l'armée rouge a mis en place des gouvernements communistes dans tous les pays libérés par les soviétiques, ce que les Américains ne voient pas du tout d'un bon oeil. Donc là, on commence déjà à voir un petit peu la lutte entre les soviétiques et les Américains sur le partage de l'Europe. Alors suite à ça, 2 ans après, hein, le 12 mars 47, apparaît la doctrine Truman. Donc le président américain, Harry Truman, présente devant le Congrès sa doctrine du containment qui vise à fournir une aide financière et militaire aux pays menacés par l'expansion soviétique, tels que la Grèce et la Turquie. Donc cette doctrine, réaction d'un monde libre face à l'agression soviétique, justifie l'ingérence des États-Unis dans les affaires des pays démocratiques. Donc Truman va rompre ainsi avec la politique de son prédécesseur, hein, Franklin Roosevelt, et redéfinit la politique extérieure des États-Unis. Donc l'isolationnisme, donc qui était la marque de fabrique des Américains, va donc laisser place à l'interventionnisme. Donc là, on commence à voir apparaître un petit peu l'ingérence, on va dire l'ingérence positive entre guillemets des États-Unis dans les affaires du monde, notamment quand il s'agit de contrer l'avancée soviétique. Alors toujours dans le même esprit, hein, le 5 juin 1947, c'est le plan Marshall. Après la Seconde Guerre mondiale, hein, l'Europe est dans une mauvaise situation économique. Soucieux de relever l'économie européenne, hein, pour assurer les exportations des États-Unis, mais aussi pour éviter la tentation soviétique, le secrétaire d'État américain, George Marshall, propose à tous les pays d'Europe une assistance économique et financière dans un discours prononcé à Harvard, hein, le 5 juin 1947. Donc c'est le début du plan Marshall. Et le 16 avril 1948, les 16 pays qui l'ont accepté signent à Paris la convention qui établit l'Organisation européenne de coopération économique, donc l'OECE. Alors évidemment, en réaction au plan Marshall, et à la doctrine Truman, donc le 22 septembre 1947 va être mis en place la doctrine Jdanov, donc c'est l'équivalent soviétique. Donc le 22 septembre 1947, les délégués des partis communistes d'Union soviétique, de Pologne, de Yougoslavie, de Bulgarie, de Roumanie, de Hongrie, de Tchécoslovaquie, d'Italie, mais de France aussi, se réunissent près de Varsovie et ils créent le Cominform, qui est un moyen pour l'Union soviétique de contrôler étroitement les partis communistes d'Occident. Et donc le bras droit de Staline, hein, Andrei Jdanov, énonce que le monde est désormais divisé en 2 camps. Un camp impérialiste et antidémocratique, donc dirigé par les États-Unis, et un camp anti-impérialiste et démocratique dirigé par l'Union soviétique. Donc cette doctrine Jdanov est une réponse à la doctrine Truman et confirme une situation qui est partie pour durer, c'est-à-dire un monde bipolaire. Donc en 48-49, on va avoir, hein, crescendo, hein, le blocus de Berlin. Donc c'est un peu la montée des tensions, hein. Donc en 1947, les Anglais et les Américains fusionnent leurs zones d'occupation et mettent en place une monnaie unique. Donc inquiet de la reconstitution d'une Allemagne qui lui serait hostile, Staline établit un blocus pour empêcher le ravitaillement des 2 millions de Berlinois qui vivent à l'ouest le 24 juin 1948. Donc toutes les voies de communication sont coupées et contrôlées par les soviétiques, sauf la voie aérienne. Donc le général américain Clay en profite pour mettre en place un pont aérien et ravitailler la ville. Donc pendant près d'un an, les Berlinois de l'Ouest reçoivent plus de 2 millions de tonnes de nourriture et de charbon.
Et donc du coup, force est de constater pour Staline que son blocus a été un échec et il est obligé de le lever le 12 mai 1949. Et donc justement, un petit peu toujours en 49, le 4 avril 1949 est créée l'OTAN. Donc justement, l'OTAN qui est aujourd'hui, on en parle, elle est un peu au centre des tensions entre la Russie et les Occidentaux autour de l'Ukraine. Donc toujours dans ces tensions entre Russes et Américains, par pays interposés, on va avoir la guerre de Corée qui démarre en 1950. Les troupes communistes de Corée du Nord franchissent le 38e parallèle qui sépare le nord sous influence soviétique et le sud sous influence américaine. Donc les États-Unis engagent l'Organisation des Nations Unies dans la défense de la Corée du Sud et une force internationale composée de 16 pays se constitue. Donc le général américain MacArthur aurait même voulu utiliser l'arme nucléaire contre la Chine communiste, alliée de la Corée du Nord, qui multiplie les contre-offensives. Donc en refusant d'utiliser la bombe atomique, le président Truman évite un nouveau conflit mondial. Et la guerre de Corée va se poursuivre jusqu'à la signature d'un armistice en juillet 1953, juste après la mort de Staline. Alors en réaction de la création de l'OTAN, le 14 mai 1955 va être créé le pacte de Varsovie. Donc le pacte de Varsovie, donc il a été conclu le 14 mai 1955 et officiellement signé lors d'une cérémonie dans la salle des colonnes du Conseil d'État de la capitale polonaise. Donc cette organisation militaire, donc alliance de pays socialistes d'Europe de l'Est, comptait encore 1,2 million d'hommes au début des années 70. Donc toujours dans ce conflit Est-Ouest, en août 1961 va être construit le mur de Berlin. Alors les Allemands de l'Est, RDA, envient la prospérité économique et la liberté d'expression des habitants de l'Allemagne de l'Ouest, la RFA. Donc après l'échec de la révolte de 1953, ils sont des centaines de milliers à vouloir passer à l'Ouest. En moins de 10 ans, cet exode concerne plus de 2 millions d'Allemands. Et donc pour stopper ce phénomène massif et continu, la RDA empêche le passage à l'ouest en construisant, dans la nuit du 12 au 13 août 1961, le fameux mur de Berlin. Voilà. Et ensuite, un an après, en octobre 1962, on va arriver au paroxysme de la guerre froide, qui va être la crise des missiles de Cuba. Et d'ailleurs, on peut se poser la question, est-ce que c'est pas un miroir de ce qui se passe actuellement en Ukraine? Alors, cette crise de Cuba, donc depuis le renversement révolutionnaire de la dictature militaire de Batista en janvier 1959, Cuba va être gouverné par Fidel Castro. Donc ce dernier se rapproche de l'Union soviétique en signant différents accords de coopération commerciale puis militaire. Donc ensuite, suite à ça, les Américains ne sont pas restés inactifs. Donc on va avoir le débarquement d'exilés anticastristes dans la baie des Cochons, soutenu par la CIA. Mais malheureusement, l'opération va échouer. Donc c'est une opération qui visait à renverser Castro, mais elle va malheureusement échouer. Donc on voit bien un petit peu ce miroir lorsque Poutine essaye de comparer un petit peu son intervention en Ukraine avec ce qu'avaient fait les Américains à Cuba. Et là, pour le coup, alors autant la dénazifier l'Ukraine, c'est un peu, ça fait un peu propagande. Autant c'est vrai que là, effectivement, l'Ukraine qui veut se rapprocher de l'OTAN et les Russes qui réagissent. Bah, est-ce que finalement, si on réfléchit, est-ce que c'est si choquant que ça? Qu'ont fait les Américains à Cuba? Finalement, ils ont fait un peu pareil. Ils ont voulu envahir Cuba euh, de manière un peu officieuse via la CIA pour empêcher que Cuba ne devienne un peu un poste avancé du pacte de Varsovie, qui était l'équivalent de l'OTAN à l'époque. Et le paroxysme, c'est le 14 octobre 1962, des avions américains repèrent des cargos soviétiques chargés de missiles et de rampes de lancement de fusées qui se dirigent vers Cuba. Et là, en réaction, Kennedy ferme toutes les voies d'accès maritimes vers Cuba, le blocus fonctionne, et disons que le Kennedy a carrément utilisé ce qu'on appelle la stratégie du bord de gouffre, c'est-à-dire qu'il a un petit peu joué le fou, il a un peu joué un peu au fou furieux en menaçant tout simplement de guerre nucléaire si jamais les Russes devaient mettre des missiles
sur Cuba des missiles nucléaires qui pourraient être pointés vers les États-Unis. Et là, c'est pas Poutine, c'est Kennedy qui était carrément prêt à atomiser, à rayer Cuba de la carte, si jamais les Russes devaient militariser cette base, cette île, qui serait un peu leur base avancée, pouvant atteindre très très vite les villes américaines de New York et de Washington. Donc là, on voit bien, vous voyez, là, j'essaye un petit peu de réfléchir, de sortir un petit peu voilà, de l'émotion. Et là, on voit bien que là, on a un exemple finalement en miroir avec ce que fait Poutine avec l'Ukraine. Là, on voit clairement un exemple en 62 où les États-Unis, clairement, ils étaient prêts. Si les Russes, si Cuba ne, disons, ne continuait à se rapprocher de l'Union soviétique au point d'avoir une collaboration militaire avec l'Union soviétique, bah, les États-Unis, clairement, ils étaient prêts à utiliser la dissuasion nucléaire pour éviter que Cuba ne soit armé de missiles nucléaires soviétiques. Et là, effectivement, quand on regarde un petit peu ce qui se passe avec l'Ukraine, bah, de quoi ont peur les Russes? C'est que l'Ukraine, qui était une ex-république soviétique, ne devienne une base avancée de l'OTAN avec des missiles de l'OTAN pouvant être pointés vers la Russie. Donc, quand on regarde un peu et quand on prend une dimension historique à cela, bah, finalement, on se rend compte que ce conflit entre la Russie et l'Ukraine, bah, quand on enlève les passions, bah, on se rend compte que finalement les occidentaux, hein, nous autres occidentaux, les Américains, bah, on n'aurait peut-être pas fait mieux si on avait à côté, hein, à nos frontières, bah, une puissance militaire que l'on jugerait hostile. Et là, en fait, on voit un petit peu que voilà, Poutine, en fait, il essaye en fait de revêtir les habits d'un Kennedy, euh, et il joue un petit peu au fou. Hein. Alors, est-ce qu'il est vraiment fou ou est-ce qu'il joue un rôle? Ça, je le sais pas. Hein. Seule l'histoire nous le dira. Mais il joue un petit peu il met des habits de quelqu'un qui est prêt à appuyer sur le bouton rouge si on ne lui accorde pas des concessions majeures. Donc, ce qui rappelle évidemment ce qu'avait fait Kennedy à l'époque, et beaucoup de médias, terrifiés par l'idée d'une crise, d'une guerre nucléaire, avaient qualifié aussi Kennedy de fou, hein, de quelqu'un qui ne sait plus ce qu'il fait. Donc voilà un petit peu, c'est important, voilà, de rappeler un peu ces parallèles historiques pour essayer un petit peu de comprendre un peu ce conflit. Alors, Alors ensuite, bon, bah, la guerre froide va commencer un peu à décliner, hein, à partir après cette crise des missiles de Cuba, et on va arriver à partir des années 85, avec l'arrivée de Mikhail Gorbatchev, on va avoir finalement l'ouverture de l'Union soviétique, hein, avec la perestroïka, où on va avoir finalement l'Union soviétique qui va commencer à s'ouvrir avec le libre-échange, avec la liberté d'expression, avec finalement une déstalinisation un peu plus rapide. Et la glasnost, c'est-à-dire la transparence, hein, parce que bah, évidemment, voilà, les services secrets en Union soviétique avaient gardé beaucoup de choses, il y avait beaucoup de choses qui étaient pas très claires, et Gorbatchev a entrepris de mettre en place une politique de transparence pour que voilà, pour mettre à plat tous les dossiers. Donc suite toujours dans la foulée de 1985, en 1989 on va avoir la chute du mur de Berlin, et donc du coup bah, avec la réunification de l'Allemagne qui va arriver après coup. Et enfin une date très importante, le 26 décembre 1991, la dissolution de l'Union soviétique, puisque après 69 ans d'existence, l'Union soviétique s'effondre de l'intérieur, notamment à cause de la crise économique que malheureusement Gorbatchev n'a pas réussi à surmonter. Et là, du coup, on va avoir le premier dirigeant non plus de l'Union soviétique, mais de la Russie, qui va être Boris Yeltsin. Et là, en fait, cet effondrement de l'Union soviétique, ça c'est important de faire des parallèles dans l'histoire, euh, elle, elle a été faite sous certaines conditions. C'est-à-dire que Gorbatchev était prêt à abandonner le pouvoir, à laisser l'Union soviétique s'effondrer, mais à une condition, que l'OTAN ne s'élargit pas à l'est de l'Allemagne. Et à l'époque,
George Herbert Walker Bush, hein, donc Bush senior, hein, le père de George Bush junior, avait promis à Mikhail Gorbatchev que que l'OTAN n'ira pas au-delà de l'Allemagne et que les ex-pays de l'Union soviétique, hein, du bloc soviétique, hein, les ex-pays satellites de l'Union soviétique, hein, la Pologne, les Pays-Bas, ne feraient jamais partie de, de l'OTAN. Parce que ça, c'est aussi voilà toujours une peur, hein, des Russes, hein, c'est que bah, la Pologne et les pays baltes ont souvent servi finalement de passage aux envahisseurs. C'est-à-dire que les puissances qui ont cherché à envahir la Russie sont toujours passées par la Pologne et les pays baltes, notamment Napoléon Bonaparte en 1800, en 1812. Et ça a toujours été. Donc là, on se place au-delà de Poutine, hein, de la personne de Poutine, du personnage de Vladimir Poutine. Les Russes ont toujours vu la Pologne et les pays baltes comme des terres de passage pour les conquérants qui voulaient occuper la Russie. Et donc ça, en fait, voilà, on a eu un dirigeant qui a été très apprécié. Hein, Mikhail Gorbatchev, c'est le dirigeant russe le plus apprécié par les capitales occidentales. Et pourtant, si on interroge les Russes, bah, il est loin de faire l'unanimité parmi les Russes. Hein. Il a été jugé comme le responsable de la chute de l'Union soviétique, comme un dirigeant faible. Donc rappelez-vous ce que j'ai dit en début de vidéo, hein, la Russie, les Russes ont toujours été habitués à avoir des dirigeants forts, des dirigeants durs, même s'ils ont été cruels. Hein. Pierre le Grand, Ivan le Terrible, Joseph Staline, c'est des dirigeants qui ont exterminé des dizaines de millions, des millions, voire des dizaines de millions de Russes. Et pourtant, aujourd'hui encore, ils dégagent un certain aura. Alors après Gorbatchev, on va avoir le premier président donc, de la Russie, hein, Boris Yeltsin. Et là, l'effondrement économique de la Russie s'accélère. La Russie n'est plus du tout prise au sérieux sur la scène internationale. Et bah, l'exemple terrible, hein, qui a humilié la Russie, bah, ça a été sa mise à l'écart lors du conflit en ex-Yougoslavie. Et là, je vous fais une copie, un peu une satire qui est parue dans le journal Le Monde, hein, sur la Russie, sur la Russie, où on dépeint Boris Yeltsin complètement bourré, alcoolique, qui sait plus ce qu'il fait, qui est incapable de d'amener la paix en ex-Yougoslavie, qui contrôle rien, qui est un peu bébête quoi. Il y a eu un autre titre de journal, alors je sais plus lequel il s'agissait, j'ai pas réussi à le retrouver, où on voyait qui dépeignait un Boris Yeltsin bouffi avec une bouteille de vodka qui appuie sur le bouton nucléaire. Donc bref, cette période, voilà, où, sous Gorbatchev et surtout sous Yeltsin, a été marquée par une très grande faiblesse de la Russie et où finalement les Occidentaux se moquaient finalement bah, des Russes et de leurs dirigeants. Ce qui évidemment, ce qui a fait beaucoup de mal bah, à la population russe. Il ne faut pas oublier que les Russes ont une grande fierté. Les Russes sont fiers de leur histoire, ils sont fiers de leurs origines. C'est un peuple qui a énormément souffert et ils veulent être respectés. Et donc c'est dans ce contexte de déliquescence de la Russie, avec des dirigeants appréciés certes par l'Occident, ou voire même moqués par les Occidents, mais considérés comme faibles par l'opinion et responsables de l'explosion de la pauvreté, que va arriver Vladimir Poutine le 26 mars 2000. Et qu'est-ce qu'il promet? Il promet de lutter contre la pauvreté, de remettre la sécurité au centre du jeu, de contrecarrer la puissance des grands oligarques qui ont profité de la chute du communisme et de l'Union soviétique pour s'enrichir, de restaurer la grandeur de la Russie en faisant la jonction entre l'empire russe tsariste et l'empire de l'Union soviétique, et de contrecarrer l'extension de l'OTAN qui est intervenue qui est intervenue à la fin des années 90 et qui continuera dans les années 2000-2010. Donc voilà, ça c'est voilà les promesses de Vladimir Poutine dès son arrivée au début des années 2000 et qui a même été applaudi par les Russes. Donc voilà, toujours important voilà de remettre du contexte. Voilà, donc voilà, moi je suis pas du tout un fan de Vladimir Poutine, mais il faut rappeler le contexte. Hein, comment Vladimir Poutine est arrivé au pouvoir, dans quel contexte. Voilà, il est arrivé suite à l'effondrement de l'Union soviétique,
avec un premier dirigeant russe qui a suscité voilà l'ironie, les moqueries, qui a provoqué une explosion voilà de la pauvreté. Et bah forcément dans ce contexte, voilà Vladimir Poutine qui a promis de restaurer la fierté et la grandeur de la Russie. Donc ça c'est important aussi de rappeler ce contexte. Alors, pendant ce temps, voilà, là je vous mets un petit peu l'élargissement de l'OTAN à l'est, hein, donc je vous rappelle, hein, au début des années 90, donc George Bush a promis à Mikhail Gorbatchev, puis ensuite heu donc à Helsinki que l'OTAN ne s'élargirait pas au-delà de l'Allemagne. Et qu'est-ce qui va arriver? 12 mars 99, l'OTAN qui s'élargit d'abord à la Tchéquie, à la Hongrie, à la Pologne. Donc vous vous rendez compte, bah, la Pologne qui était quand même le centre du pacte de Varsovie qui rentre dans l'OTAN. En 2004, on a les pays baltes, Estonie, Lettonie, Lituanie. On a la Bulgarie, la Roumanie, la Slovéquie, la Slovénie. En 2009, on a l'Albanie et la Croatie. En 2017, on a le Monténégro. Et en 2020, le 27 mars 2020, on a la Macédoine du Nord qui rejoint l'OTAN. Donc on a une très très grande extension de l'OTAN à l'Est. Et ça, voilà, les Russes, et là je ne parle pas que de Vladimir Poutine, hein, voilà, les Russes dans leur... Beaucoup de Russes se sentent trahis. On a promis à leurs dirigeants jugés un peu faibles, donc Gorbatchev et Helsinki, que l'OTAN ne s'élargira pas. Et il a fallu moins de quelques années après les promesses pour que on ait plusieurs vagues d'extension de l'OTAN à l'est. Ça évidemment, bah, les Russes, bon, on peut comprendre qu'ils le prennent mal, hein. Donc là, je vous mets voilà une carte justement qui vous montre un peu comment l'OTAN s'est étendue à l'est. Et on va passer à la nouvelle partie, hein, qui est l'Ukraine, qui est au centre d'un jeu complexe d'alliance entre les pros et les anti-OTAN. Donc là, je vous montre, hein, la carte, hein, vous avez les pays historiques, hein, de l'OTAN dès 1949, hein, avec notamment bah, la France, l'Italie. Vous avez l'Allemagne qui va la rejoindre ensuite. Et là ensuite, vous avez en bleu clair tous les pays, donc tous les pays de l'Est, hein, du pacte de Varsovie, qui vont rejoindre l'OTAN dans les années 2000 et 2010. Et là, en orange, vous avez l'Ukraine qui a fait une demande pour adhérer à l'OTAN. Et là, évidemment, ça rappelle, hein, c'est un peu comme si, voilà, du point de vue russe, bah, forcément, il y a, voilà, les Russes, voilà, se sentent menacés. Vous voyez, ça, on peut le comprendre. Voilà, imaginons que Cuba, voilà, avait rejoint le pacte de Varsovie avec des missiles nucléaires installés à Cuba. Bah, regardez la réaction de Kennedy. La réaction de Kennedy a été très très brutale et très très menaçante. Donc là, en fait, je rappelle maintenant ce qui va se passer cette fois-ci en Ukraine. Alors la crise, hein, que l'on voit qui débouche aujourd'hui sur la guerre, elle a démarré en fait en 2013 avec ce qu'on appelle le début de l'Euramaïdan. Donc le gouvernement ukrainien de l'époque, pro-russe, ne veut pas signer d'accord avec l'Union européenne et va déclencher des manifestations. Donc qui vont aboutir en hiver 2014 à la révolution ukrainienne et à la destitution du président Yanukovych. Donc suite à ça, donc bah, effectivement, bah, l'Ukraine va se doter d'un gouvernement, on va dire, pro-européen, pro-occidental. Et à ce moment-là, bah, les Russes vont intervenir. On va avoir le début de la crise de Crimée. On va avoir des manifestations en 2014, hein, donc dans la foulée, des manifestations pro-russes dans l'est et le sud de l'Ukraine, qui va se traduire par l'annexion de la Crimée par la Russie et le début de la guerre civile, hein, la guerre du Donbass. Toujours en 2014. Alors en 2015 vont être signés les accords de Minsk II pour faire un cessez-le-feu dans le Donbass. Alors en 2018, on va avoir des incidents du détroit de Kerch illustrant le contrôle russe en mer d'Azov. Donc déjà, vous voyez, bien avant 2022, bien avant aujourd'hui, on voyait bien qu'il y avait une guerre finalement d'influence entre les Russes qui voulaient
reprendre le contrôle de la mer d'Azov, et le gouvernement ukrainien pro-européen, pro-occidental, qui voulait garder le contrôle de cette mer d'Azov qui jouxte le territoire ukrainien. Donc, entre mars et novembre 2021, donc l'année dernière, alors on n'en parlait pas du tout parce que c'était le Covid, etc., mais on a eu une augmentation en crescendo des tensions entre la Russie et l'Ukraine, avec le rassemblement de troupes russes près des frontières ukrainiennes. Aujourd'hui, évidemment, ça fait la une des journaux, ça fait dégringoler les marchés, mais cette crise entre la Russie et l'Ukraine, elle a commencé en 2013 et elle est montée crescendo tout au long de l'année 2021. Alors en février 2022, donc le mois dernier, le 21 février 2022, on a la reconnaissance de l'indépendance de la République populaire de Donetsk et la République populaire de Lugansk par la Russie, qui marque la fin des accords de Minsk. Et 3 jours après, le 24 février 2022, on a l'invasion de l'Ukraine par la Russie, qui est toujours en cours au moment où je vous parle. Et donc là, en fait, on a l'Ukraine qui est un épicentre de la crise. Donc l'Ukraine, avec à sa tête le président Volodymyr Zelensky, qui souhaite rejoindre l'Union européenne et l'OTAN, tandis que les pro-russes du Donbass, de Crimée, ainsi que la Russie, qui souhaitent son rattachement à la mère patrie. Et malheureusement, l'Ukraine se retrouve ainsi déchirée, et ça m'attriste, à l'image du Liban, que je connais bien, parce que je suis d'origine libanaise, se retrouve déchirée. Et là, on peut se poser la question, est-ce qu'elle est vouée à devenir un pion au sein de l'OTAN ou au sein de la Russie? Est-ce qu'elle ne peut pas rester neutre et traverser et tracer une voie autonome, indépendant du giron russe ou du giron de l'OTAN? Et ça, finalement, c'est des questions, j'imagine, que se posent les Ukrainiens. C'est vrai qu'aujourd'hui, on divise les Ukrainiens entre les Ukrainiens pro-russes et les Ukrainiens qui veulent à tout prix se fondre dans l'OTAN. Mais est-ce que il n'y aurait pas une partie de la population ukrainienne, une grande partie de la population ukrainienne, qui veut ni adhérer à l'OTAN, ni adhérer à la Russie, qui veut tout simplement être ukrainienne, libre de toute influence, qu'elle soit une influence de l'Ouest ou une influence de l'Est? Et ça, c'est des questions qui sont légitimes à se poser. Alors moi, je suis pas, j'ai des amis ukrainiens, j'ai des amis russes, mais moi personnellement, je suis pas un expert de cette région, hein. Je suis pas non plus politologue, je suis pas, je fais pas de, mon métier, c'est pas faire de la géopolitique, mais ça m'intéresserait un petit peu, s'il y a des Ukrainiens qui suivent cette vidéo, qui tombent sur cette vidéo, ça m'intéresserait un petit peu d'avoir votre point de vue, indépendamment des médias, de ce que peuvent dire les médias pro-Poutine ou les médias pro-OTAN, on va dire. Ça m'intéresse un petit peu d'avoir le point de vue des Ukrainiens, un petit peu, est-ce qu'ils veulent vraiment se rapprocher, vraiment être intégrés à l'OTAN, être intégrés à la Russie, ou est-ce qu'ils veulent être finalement indépendants, un peu comme avait tenté de le faire la France avec le général de Gaulle. Donc ça peut être intéressant d'avoir un petit peu le point de vue des Ukrainiens là-dessus. Et donc tout ça, en fait, voilà, c'est tout ça pour vous dire que cette guerre en Ukraine, en fait, elle n'arrive pas par hasard. Alors, elle aurait pu être évitée. Moi, personnellement, vous avez peut-être pu suivre mes vidéos, je ne pensais pas que Poutine irait jusqu'à carrément envahir l'Ukraine. Moi, personnellement, j'étais un peu choqué. Je vous cache pas, j'étais choqué de revoir des images de bombardements, des chars qui quelque part envahissent un pays souverain. Même si Kennedy était quasiment prêt à faire la même chose à Cuba, et il a tenté même de faire la même chose à Cuba avec l'invasion de la baie des Cochons. Mais bon, est-ce que ça justifie que la Russie fasse pareil avec l'Ukraine aujourd'hui? Voilà, moi là-dessus, je suis quand même, moi je suis très très réservé, et j'ai beaucoup de peine et de tristesse sur ce qu'endurent les populations civiles ukrainiennes, hein, qui souffrent. Et voilà, donc ça c'est quelque chose, voilà, je ne m'attendais pas à ce que ça monte autant en puissance. Je me suis pas mal trompé là-dessus. Moi je pensais que ça se limiterait à des tensions, on va dire
à des tensions, des séparatistes, en fait, à une guerre civile entre les pro-russes du Donbass et les Ukrainiens de Kiev, et qui aurait des conflits avec la Russie qui, voilà, qui appuierait, mais de manière dans l'ombre, en fait, les séparatistes. C'était un peu mon scénario, et qu'on resterait dans un conflit régional, un peu comme ce qu'on observe un peu au Liban finalement. D'ailleurs, je n'étais pas le seul à le penser, puisque un Ukrainien d'ailleurs que je suis beaucoup, que j'apprécie énormément pour ses vidéos, hein, donc Pavel de la chaîne Mind the Cash, lui-même croyait en ce scénario. Mais moi-même, je suis tombé sous le choc quand j'ai appris que carrément le 24 février au matin, on avait quasiment une invasion de l'Ukraine par la Russie. Ça, c'est quelque chose qui m'a un peu qui m'a choqué, et qui, je pense, a dû choquer beaucoup d'entre vous. Donc voilà, donc une fois la stupeur passée, voilà, c'est important, voilà, d'essayer un petit peu, voilà, de prendre du recul, parce que bah, voilà, c'est moi, voilà, mon rôle, c'est pas, voilà, c'est pas d'être parti pris, c'est pas de faire la guerre, c'est d'investir sur les marchés. Et comme vous le savez, les marchés, eux, bah, voilà, ils ne réfléchissent pas avec le cœur, hein. Les marchés réfléchissent de manière rationnelle. Et donc du coup, bah, maintenant, comme il y a une guerre, une invasion, Heu, bah, force est de constater, est-ce que l'on va pas s'acheminer vers un nouvel ordre mondial? Est-ce que cette guerre ouverte maintenant qui a lieu en Ukraine, est-ce qu'elle ne va pas aboutir à un rebattage des cartes au niveau mondial? Donc ça, c'est l'objet de cette nouvelle partie, bah, sur laquelle je vais essayer un petit peu de m'étendre. Alors là, c'est des conjonctures, hein, puisque c'est des conjectures, puisque maintenant on va se projeter vers le futur. Alors moi, j'envisage plusieurs scénarios. Alors je vais d'abord parler des scénarios peu probables. Le premier, ça serait un renversement de Vladimir Poutine par un coup d'État interne en Russie. Donc la Russie ressort très affaiblie, hein, mais elle peut se redresser assez vite avec la fin des sanctions. Donc imaginons, voilà, il y a un coup d'État en Russie, Vladimir Poutine est renversé, et un gouvernement en Russie se met en place qui est pour laisser l'Ukraine faire sa vie, et mettons, et rentrer dans l'OTAN. Donc voilà, donc on aurait finalement un gouvernement entre guillemets pro-occidental, ou très à l'opposé de Poutine en Russie. Bon, ça c'est un scénario qui a priori a peu de chances de se produire, hein. Moi je lui donne 10% de probabilité. Pourquoi? Parce que comme je vous l'ai expliqué durant toute cette vidéo, euh, indépendamment de la personnalité de Vladimir Poutine, beaucoup de Russes ont très peur de l'OTAN. Les Russes ne sont pas pour faire la guerre aux Ukrainiens. Les Russes considèrent, beaucoup de Russes se considèrent frères des Ukrainiens. C'est un peu le même peuple, hein, le peuple slave. Mais beaucoup de Russes ont très très peur que bah, l'Ukraine devienne une base avancée de l'OTAN. Et ça, c'est pas forcément lié à Vladimir Poutine. Donc Vladimir Poutine, voilà, c'est pas, voilà, c'est quand j'entendais un, un haut placé aux États-Unis dire que il suffit de faire assassiner Poutine et on va régler le problème. À mon sens, le problème est malheureusement plus complexe que la seule personnalité de Vladimir Poutine. Même si clairement, euh, il a commis, je pense, une erreur en envahissant l'Ukraine. Enfin, seul l'avenir va nous le dire. Donc, premier scénario, voilà, renversement de Vladimir Poutine et mise en place d'un gouvernement pro-occidental, un peu de type Boris Yeltsin. Voilà. Bon, ça personnellement, j'y crois pas trop. Bon, ça peut arriver, mais pour moi, c'est 10%. Alors, le deuxième scénario, pour moi encore moins probable, ça serait une escalade irréversible et militaire entre occidentaux et russes. Et là, on verrait soit les occidentaux qui soutiennent activement l'Ukraine jusqu'au bout, militairement, soit Vladimir Poutine qui veut aller plus loin que l'Ukraine et veut envahir la Pologne, les pays baltes, et pourquoi pas aller plus loin. Là, très clairement, si on a un ou l'autre des scénarios, on s'acheminerait clairement vers une troisième guerre mondiale. Alors pour moi, ce scénario, il est quasiment négligeable, hein, voire quasiment nul, hein, inférieur à 1%, je mets. Pourquoi? Parce qu'on voit déjà des signes finalement d'apaisement. Derrière les sanctions, l'OTAN a clairement indiqué qu'ils ne vont pas mettre en place une zone d'exclusion aérienne
en Ukraine. C'est-à-dire que l'OTAN ne fera rien pour empêcher les avions russes de bombarder, de survoler le territoire ukrainien. Donc ça, c'est un signe très, très clair envoyé par l'OTAN, notamment par les Américains, euh, que, voilà, que l'OTAN ne veut pas aller au conflit avec, avec la Russie. Voilà, donc le premier point a peu de chances de se produire avec une intervention militaire directe en Ukraine des Occidentaux. Le deuxième point, donc avec Vladimir Poutine qui souhaite aller plus loin et envahir la Pologne, pareil, c'est un scénario qui, à mon avis, a peu de chances de se produire, parce que faut-il déjà encore que Vladimir Poutine, avant d'aller plus loin, faut-il encore qu'il, entre guillemets, qu'il pacifie l'Ukraine, ce qui ne sera pas nécessairement évident. Il ne faut pas sous-estimer le courage et la détermination des Ukrainiens à défendre leur culture, leurs racines, voilà, leur État. Donc ça, il ne faut pas le négliger non plus. Donc ça, le deuxième cas, moi personnellement, je crois très très peu à ce scénario et j'espère d'ailleurs qu'il n'arrivera pas. Alors le troisième scénario, euh, peu probable aussi, c'est l'abandon total de l'Ukraine par les Occidentaux, type Munich 1938, en échange que Poutine n'aille pas plus loin. Donc là, en fait, on repartirait comme avant, avec une Russie renforcée, une Ukraine sacrifiée et une économie qui revient comme avant, assez rapidement. En gros, on ferme les yeux, on fait comme si de rien n'était, on laisse l'Ukraine à Vladimir Poutine, et puis voilà, on repart comme en l'an 40, et en échange, Poutine promet de ne pas faire comme Hitler et de ne pas aller en Pologne. Donc c'est un scénario qui, a priori, n'a pas énormément de chances de se réaliser. Euh, Moi, je lui donne 20% à peu près, qui a peu de chances d'arriver. Mais bon, on ne sait jamais. Alors, il y aurait une variante de ce scénario, où l'Ukraine serait à la merci de Poutine, qui serait une... D'ailleurs, certains généraux français qui s'intéressent, enfin qui sont à la retraite, qui font un peu de la géopolitique, qui s'intéressent à la géopolitique, envisagent ce scénario, qui est une variante du scénario que j'ai présenté juste au-dessus. Donc, selon des généraux bien informés, euh, disent que finalement les Russes vont se contenter d'occuper le sud et l'est de l'Ukraine, hein. Donc stratégie entre guillemets azovienne, consistant à occuper les villes de Mariupol et Odessa. Donc les Russes, là vous avez la carte de l'Ukraine actuellement, hein, donc au 5 mars, on voit les zones en rose qui sont contrôlées par les troupes russes. Donc d'après les généraux français qui s'intéressent à la stratégie, hein, moi je suis pas je fais pas de géopolitique, hein, en gros les Russes se contenteraient d'occuper Mariupol, donc ce qui leur permettrait d'avoir un contrôle total sur la mer d'Azov. Ils essaieraient aussi de contrôler Odessa, donc ce qui leur permettrait d'avoir un contrôle sur une partie aussi de la mer Noire, donc ça leur donnerait deux accès à des mers entre guillemets chaudes, et avec leurs blindés, hein, donc ils ont une colonne de blindés qui fait 60 km, bah, ils se contenteraient juste d'encercler Kiev sans chercher à envahir, sans chercher à pénétrer dans la ville de Kiev. Et là, on aurait une Russie qui garderait la main mise sur les territoires ukrainiens en laissant Kiev libre. Donc finalement, voilà, aux yeux des Occidentaux, pour que l'Occident ne perde pas la face, Vladimir Poutine leur dit, bah écoutez, moi, je me suis juste contenté de protéger les minorités russophones d'Ukraine, le Donbass, la Crimée, et voilà, je prends, j'envahis les villes d'Odessa et de Mariupol pour assurer finalement une mainmise économique sur l'Ukraine et protéger la Russie. Et bah, en bon prince, je laisse Kiev aux mains du président actuel, Zelensky. Donc ça pourrait être, selon les généraux, hein, certains généraux français, cela permettrait en fait à la Russie de garder la main mise sur le territoire ukrainien en laissant en fait une Ukraine fantoche, mais ayant toujours Kiev pour capitale. Et là, en fait, dans ce scénario, en fait, l'Ukraine, qu'elle rentre ou pas dans l'OTAN ou l'Union européenne, bah, en fait, cela ne changera pas grand-chose d'un point de vue stratégique pour la Russie, parce que bah, en fait, l'Ukraine aura été finalement vidée
de ces régions stratégiques, pouvant entre guillemets «mettre en danger» le territoire, russe. Et donc en échange de cela, hein, dans ce scénario, les sanctions contre la Russie seraient progressivement levées. Mais là, évidemment, l'Ukraine serait la grande sacrifiée. C'est-à-dire, à défaut d'être rayée de la carte, on aurait une Ukraine qui serait complètement démantelée, qui serait démembrée d'une grosse partie de son territoire, et notamment de son territoire qui ouvre aux mers, la mer d'Azov et la mer Noire. Donc ça, c'est un scénario qui est qui est assez probable, on va dire, alors sans être le plus probable, mais qui est assez probable, et que certains généraux bien informés pensent qu'il est tout à fait plausible, qui permettrait en fait à Vladimir Poutine de sortir par le haut de cette crise, et aux Occidentaux de sauver la face. Malheureusement, ça serait dramatique pour le peuple ukrainien, enfin pour les Ukrainiens, parce que l'Ukraine perdrait vraiment sa souveraineté. Et ça, c'est vraiment le scénario un peu à la libanaise finalement, après les accords de Taïf, quand finalement le Liban s'est un peu retrouvé démembré, sous «protectorat» entre guillemets, syrien. Donc il y avait le Liban existait toujours, hein, en tant que pays, mais il était complètement éclaté entre, des plusieurs minorités qui ont des allégeances, on va dire, à des pays autres que le Liban. Donc ça, c'est un scénario qui n'est pas à exclure. Donc ça, c'est aussi, j'aborde avant d'attaquer le scénario le plus probable, je fais un point sur les sanctions qui ont été faites contre la Russie. Donc, quand on entend dans les médias, moi j'aime bien creuser, hein, dans les médias, ah oui, la Russie s'est attirée les foudres de toute la communauté internationale, elle est seule au monde, tous les pays de la Terre sont contre la Russie. C'est faux. C'est faux. Là, vous avez la carte, et je me cite mes sources, hein, c'est sources de l'ONU, donc on peut pas faire plus clair. Donc il y a eu un vote au Conseil de sécurité des Nations Unies pour voter les sanctions contre la Russie. Donc vous avez en rouge donc ceux qui ont voté contre, donc évidemment la Russie elle a voté contre, bien évidemment, la Syrie, enfin quelques petits pays, hein, la Syrie. Vous avez en vert les pays qui ont voté pour les sanctions, et vous avez en jaune tous les pays qui se sont abstenus des sanctions contre la Russie. Et là, quand vous regardez dans le détail, vous avez quand même une grande partie des pays africains qui se sont abstenus de voter pour sanctionner la Russie, pour les sanctions contre la Russie, et vous avez surtout le gros bloc asiatique, hein, l'Inde et la Chine, l'Iran, l'Afghanistan, qui, euh, qui clairement n'a pas, qui ont refusé de voter pour sanctionner la Russie, pour sanctionner économiquement la Russie. Alors ils n'ont pas forcément voté contre pour ne pas froisser notamment les Américains, mais ils se sont abstenus de sanctionner la Russie pour son intervention en Ukraine. Donc quand vous faites la somme de pas mal de pays africains, de l'Inde et de la Chine, plus la Russie, bon, mais la Russie elle est partie prenante, donc on la compte pas. Mais si vous prenez Inde, Chine et une grosse partie des pays africains, vous avez plus de la moitié de la population mondiale qui, a, qui s'est abstenu de voter des sanctions économiques dures contre la Russie. Donc on est loin, quand les médias nous disent le monde est contre la Russie, quand on voit cette carte-là, je suis désolé de le dire, bon voilà, ceux qui ont voté à fond contre la Russie, on a vraiment les pays occidentaux, hein. On a vraiment l'Europe de l'Ouest, plus les anciens pays, Pologne, etc., qui, évidemment, qui ont très peur de la Russie. On a forcément le bloc États-Unis, Canada, Australie. Donc forcément, ce sont des pays qui de toute façon, de tout temps, ont été les premiers à être contre l'ex-Union soviétique. Mais si on enlève finalement ces pays qui étaient historiquement contre l'Union soviétique, hein, l'Australie, le Canada, les États-Unis, l'Europe de l'Ouest, en fait, si on enlève ces pays-là, l'Inde, la Chine, une grosse partie des pays africains, ils ne sont pas forcément pour mettre la Russie à genoux économiquement. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est important aussi voilà, de relativiser, de relativiser. Alors je ne dis pas moi qu'il faut applaudir ce qu'ont fait les Russes en Ukraine, hein, clairement pas. Moi j'ai été choqué, hein, d'apprendre ça, mais il faut savoir que les sanctions prises contre la Russie sont loin de faire l'unanimité, sinon on aurait une carte verte, hein.
Là, on a quand même beaucoup de jaunes. Et là, je vais passer un peu au scénario le plus probable. Alors, pour moi, heu, le scénario le plus probable, ça serait que les occidentaux soutiennent en sous-main la résistance ukrainienne sans s'impliquer davantage. Et là, on pourrait avoir une guerre en Ukraine qui s'enlise avec un Vladimir Poutine qui reste à la tête de la Russie et ou ses successeurs qui appliquent la même politique. Et ça, c'est un scénario qui a de grandes chances de se produire, donc avec une espèce voilà, de Vietnam, d'un nouveau Vietnam en Russie, un peu comme l'Irak pour les États-Unis, voilà, d'une irakisation de l'Ukraine, avec finalement une guerre larvée qui s'éternise, avec des Occidentaux qui n'interviennent pas directement dans le conflit, mais qui en sous-main vont soutenir la résistance ukrainienne. Donc ça, c'est un scénario qui, pour moi, est assez probable. Et là, justement, je vais essayer de décrire ce qui peut arriver. Alors, dans ce scénario, alors on va avoir des perdants et des gagnants, hein. Alors pour moi, le gros perdant, et beaucoup de gens en parlent, hein, bah, ça va être la Russie. Clairement, il y a de grandes chances que, bah, la Russie, se retrouve à genoux et quand même isolée sur le plan international. Alors même si l'Inde et la Chine n'ont pas voté pour les sanctions, la Russie pourrait quand même à terme, avec un conflit qui devient de moins en moins populaire, avec l'enlisement, pourrait se retrouver de plus en plus isolée à l'international. L'Ukraine deviendrait le nouveau Vietnam de la Russie. Les sanctions continuant, la Russie sortirait grande perdante. Bon. Néanmoins, Poutine a préparé son camp en passant des années à rendre son économie moins dépendante de l'Occident. Donc la Russie, clairement, pourrait sortir perdante de tout ça, mais peut-être de manière moins marquée que ce que peuvent peut-être espérer les Occidentaux. Quand Bruno Le Maire dit que il allait mettre la Russie à genoux et qu'il allait provoquer l'effondrement carrément économique de la Russie va clairement souffrir. Il y a de grandes chances qu'elle soit la grande perdante de tout ça, mais il ne faut pas sous-estimer la capacité de résilience de l'économie russe et du peuple russe, qui a eu l'habitude de souffrir par le passé. Contrairement à nous autres, en Europe de l'Ouest, où on est beaucoup plus attaché voilà, à notre confort de vie. Et ça, c'est quelque chose qui va être très important à voir par la suite. Alors deuxième perdant, à mon avis, l'Ukraine. L'Ukraine, malheureusement, alors sauf miracle, le pays ne va pas rester, voilà, il va rester très marqué par tout ce qui se passe, hein. Il va rester fracturé entre pro-russes et pro-européens. Et moi, ce que je crains, c'est qu'on assiste soit à une irakisation de l'Ukraine, soit à une libanisation de l'Ukraine, hein, suivant les scénarios. Et voilà, bon, ça me fait un peu aussi beaucoup de peine parce que voilà, moi j'ai des amis ukrainiens et l'Ukraine va malheureusement, voilà, risque de sortir très affaiblie de ce triste épisode. Alors, autre victime collatérale de tout cela, malgré les discours un peu guerriers des dirigeants européens et notamment des dirigeants français, l'Europe sortira perdante de ce conflit en raison des retombées des sanctions. Ça, voilà, ça c'est très important. Voilà, je tiens clairement à attirer votre attention là-dessus. La France, par exemple, n'a pas de ressources énergétiques. Elle dépend entièrement du pétrole russe et en plus, on a délocalisé notre industrie. La France, c'est triste à dire, c'est un pays de services. Vous ne faites pas marcher un pays uniquement avec des banques, des services financiers, du tourisme. La France, malheureusement, elle a perdu son industrie et elle dépend, au niveau des matières premières, beaucoup bah, des énergies, du pétrole, du gaz russe. Et ça, voilà, ça, c'est très important. Je ne sais pas si nos dirigeants, voilà, nos dirigeants n'insistent peut-être pas assez, hein. C'est les élections qui vont arriver, donc voilà, on essaye un petit peu de, voilà, nos dirigeants essayent un petit peu de jouer les chefs de guerre. Mais si effectivement, bah, si c'est sûr, si la Russie va clairement sortir
perdante de tout ça, faut pas oublier que l'Europe, peut-être juste après la Russie, va sortir très 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 affaiblie de ce conflit. À mon sens, je peux me tromper, et j'espère me tromper, nous allons connaître une inflation et des pénuries comme on n'en a jamais vu depuis les années 70. La hausse du pétrole exprimée en dollars, combinée à une baisse de l'euro, provoquera une explosion des prix. Les prix, à mon avis, à la pompe, sauf miracle, négociation, on ne sait jamais, on espère. Mais si on renverse pas la vapeur, les prix à la pompe s'envoleront bien au-delà des 2 euros litre et seront suivis quasiment par toutes les matières premières et les produits. Donc ça, voilà, je tiens à attirer votre attention, l'Europe va sortir très 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 affaiblie. Et moi, je crains que cette guerre ne nous oblige carrément à changer de mode de vie. Là, aujourd'hui, les Européens, enfin, on vit clairement dans l'insouciance, hein. On est là, on pense au sport, au foot, on voyage, voilà, au bureau, quand j'entends les discussions à la machine à café, c'est t'es parti où, tu pars où en vacances, etc. On a quand même un train de vie qui est très élevé. On se plaint, mais bon, ce qu'il faut savoir, c'est que en France, quand on est au SMIC, on fait partie des 1% les plus riches au monde. En France, le gars qui est au SMIC, il fait partie des 1% les plus riches au monde. On s'en rend pas compte, on a un train de vie qui est très élevé. Et ça, c'est un peu notre grosse faiblesse. C'est-à-dire que les Russes vont clairement, ils vont prendre le bouillon, clairement, mais la population russe a l'habitude de se serrer la ceinture, de souffrir. Nous, en Europe, moi, j'ai énormément de craintes pour voilà, pour l'évolution du train de vie des Européens de l'Ouest et d'un risque de paupérisation d'une grosse partie de la classe moyenne européenne. Alors on va passer maintenant aux États-Unis. Alors là, on voit, hein, les États-Unis sortiront sans doute les vainqueurs de cette situation. Pour moi, Joe Biden, alors il joue selon moi un jeu très machiavélique. Il a, il a des mots très très durs vis-à-vis de la Russie. Mais bizarrement, il laisse les Européens se mettre en première ligne. Parce que si vous regardez au niveau des actions, des actes, c'est surtout Emmanuel Macron, Ursula von der Leyen que l'on voit qui mettent en place des sanctions contre les Russes, qui agissent. Les États-Unis, si vous remarquez, certes, ils critiquent les Russes, clairement, bien évidemment, mais voilà, il laisse les Européens quelque part se mettre en avant, se mettre en première ligne face aux ambitions de Vladimir Poutine. Et donc du coup, bah, les États-Unis, voilà, ils laissent un peu comme au début de la Deuxième Guerre mondiale, hein. Ils ont laissé les Français, les Anglais, les Allemands se taper dessus. Et puis bah, eux, ils sont restés en retrait pour intervenir, pour rentrer en guerre au bout de 2-3 ans. Et puis finalement, bah, ils sont sortis grands vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale et leur territoire n'a absolument pas été impacté par la guerre. Et là, on voit un peu un remake avec des Américains qui s'insurgent contre l'invasion de l'Ukraine par la Russie, mais qui, visiblement, dans les faits, sur le terrain, laissent plutôt le soin un peu à Emmanuel Macron de jouer un petit peu le va-t-en-guerre, quelque part. Et ça me fait un peu, voilà, ça voilà, c'est un jeu qui est un petit peu trouble voilà, des Américains. Et puis pour ne rien arranger, donc vous avez Joe Biden et vous avez Donald Trump dont la voix continue à porter aux États-Unis, hein, mine de rien, qui finalement qui trouve presque normal que Poutine envahisse l'Ukraine en disant que si le Mexique avait la même attitude que l'Ukraine vis-à-vis des États-Unis, que les États-Unis, ça ne le choquerait pas que les États-Unis envahissent le Mexique. Et donc on a un jeu quelque part qui est assez trouble des Américains et qui contribue à les renforcer de manière sur le plan économique. Par ailleurs, l'Europe, ne pouvant plus importer le gaz et le pétrole russe, dépendra du pétrole et du gaz de schiste américain. Donc ça, voilà, les Américains, quelque part, eux, finalement, c'est tout bénef pour le moment, hein. Les États-Unis, il ne faut pas oublier, disposent avec la Russie de beaucoup de ressources agricoles, énergétiques et minières. Et contrairement aux Européens, ils ont la capacité
à sortir relativement épargné de cette crise. Le dollar aussi, qui était en train de faiblir, redevient, du moins momentanément, une valeur refuge de premier plan sur laquelle les États-Unis peuvent s'appuyer. Et enfin, les États-Unis peuvent compter sur une grande puissance militaire et sur une position géographique qui leur permet d'être à l'abri des menaces russes, contrairement aux Européens. Donc les États-Unis, finalement, dans ce scénario où on a un enlisement du conflit, bah, pourraient sortir vainqueurs de tout cela. Et enfin, on a un dernier acteur qu'on n'entend plus du tout, hein, qui est la Chine. Donc la Chine joue très très bien sa partition, elle reste neutre dans la situation, elle a pas voté contre les sanctions visant la Russie, mais elle s'est abstenue. Elle s'est mise un petit peu en retrait. Elle évite de se retrouver dans le collimateur des Occidentaux, tout en ouvrant une porte de sortie aux États-Unis, à la Russie. Et le risque, pour moi, c'est que la Russie, qui est déjà affaiblie économiquement, qui a une démographie déclinante, il ne faut pas l'oublier, ben, elle sortirait tellement affaiblie et mise au banc de l'Occident qu'elle n'aurait plus d'autre choix que de rentrer dans la sphère d'influence chinoise. Et donc du coup, bah, la sanction consistant à couper la Russie du système SWIFT bah, constitue, et ça c'est un peu le danger d'avoir utilisé l'arme atomique économique, on va dire SWIFT, qui consiste à couper, débrancher la Russie de SWIFT, c'est que c'est un fusil à un coup, à l'image du sabre du samouraï. En effet, les Chinois savent maintenant comment une telle sanction peut mettre à genoux un pays, et nul doute que les Chinois vont accélérer le développement d'une nouvelle monnaie régionale et d'un nouveau système monétaire et de transactions pour s'affranchir de l'hégémonie américaine. Donc pour la Chine, c'est vraiment tout bénef. C'est-à-dire qu'elle va pouvoir recevoir du pétrole bon marché de la Russie, qui n'aura plus d'autre choix que d'exporter son pétrole à la Chine, à défaut de l'exporter vers les Occidentaux. Donc pour les Chinois, c'est très très bien. Et en plus, finalement, en voyant les Occidentaux dégainer l'arme SWIFT, hein, l'arme du système SWIFT, bah, ça permet un peu aux Chinois d'évaluer en grandeur nature les dégâts que peut occasionner la rupture du système d'un pays à SWIFT et de mettre en place des contre-mesures. Ça c'est quelque chose qu'il ne faut pas prendre à la légère. Et on assisterait donc à une Chine puissante pouvant assurer son indépendance énergétique grâce à une Russie vassalisée et n'ayant pas d'autre choix que de lui vendre ses ressources. Donc pour moi, la Chine, voilà, dans ce scénario, pourrait aussi, avec les États-Unis, sortir grande, euh, grande gagnante de tout ça. Et donc on aurait finalement, un peu comme à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale, on aurait finalement trois blocs, on aurait vraiment les gros perdants, ceux qui ont vraiment tout perdu, hein, la Russie et l'Ukraine, qui sortiraient vraiment laminés par cette guerre finalement fratricide. On aurait un gros perdant, moins perdant peut-être que la Russie, mais un gros perdant sur le plan économique, c'est l'Europe, qui va subir de plein fouet l'inflation et la paupérisation. Et on aurait deux grands gagnants qui étaient déjà assez forts avant, mais qui vont peut-être sortir encore renforcés de cette crise, que sont les États-Unis et la Chine. Alors voilà, donc maintenant qu'on a un petit peu parlé un petit peu des scénarios, bah on va un peu voir qu'en disent les marchés. Parce que c'est bien beau de faire des conjectures, d'étudier un petit peu l'histoire, de prendre du recul, mais voilà, il ne faut pas oublier qu'on est quand même sur une chaîne qui porte sur les investissements, sur la liberté financière. Que disent les marchés? Et là, vous allez voir, hein, quand je vais vous détailler un petit peu les courbes du marché, hein, là, je ne vous décris pas ce qu'a pu dire tel ou tel média, tel ou tel journal. Là, je vous parle de ce que font les marchés. Et vous allez voir que finalement, les marchés tendent à pricer le scénario que je vous ai décrit, un peu plus haut. Alors, on aurait une économie russe qui s'effondre, et là, quand on regarde ce que font les marchés, bah, le pari de Poutine semble perdu. Regardez ce qu'a fait le rouble russe depuis la crise. Il est passé avec 1 dollar
il y a encore un mois, vous achetez 74 roubles. Aujourd'hui, il faut 123 roubles pour acheter un dollar. Le rouble a quasiment perdu, ouais, il a quasiment perdu 40%, 30 à 40% de sa valeur. C'est énorme, c'est énorme. Et regardez ce que font les marchés boursiers russes, le MSCI Russia, regardez comment il s'effondre littéralement. Alors là on met zéro parce qu'il a arrêté de coter pour des raisons, voilà, des raisons de rupture de Swift, etc. Mais la bourse russe a déjà perdu plus de la moitié de sa valeur en un mois. C'est historique. Voilà. Donc les marchés, clairement, price un effondrement de l'économie russe et on le voit au travers de l'évolution du rouble et qui s'effondre et au travers de l'évolution des marchés. Mais attention, en Europe, on n'est pas du tout épargné. Et là, moi quelque part, j'en veux un peu à nos dirigeants, notamment Bruno Le Maire, qui parle d'atomiser l'économie russe, de mettre l'économie russe à genoux, comme si nous, on allait sortir sans séquelles. Voilà, là, je trouve qu'il a été vraiment très irresponsable. Pour moi, il a eu des propos qui sont pas du tout dignes d'un ministre de l'économie. Et d'ailleurs, les marchés sanctionnent la France. Hein, sanctionnent la France. Là, je vous ai pris en passant l'évolution de trois indices, le CAC 40, l'indice français, le Dow Jones et la Chine, le MSCI China. Donc regardez en gris, donc c'est l'évolution du MSCI China. Donc oui, la Chine, les indices chinois souffrent un petit peu et puis bah voilà, ils baissent légèrement. Vous avez le Dow Jones en orange qui baisse également légèrement à cause aussi de la Fed qui va remonter ses taux, etc. Je vous en ai déjà parlé dans différents points. Mais regardez le CAC 40, regardez la courbe en bleu. Alors d'abord, on fait un rallye en début d'année 2022, mais regardez la baisse. Bon, au début, on baisse lentement, un peu au diapason du Dow Jones, mais regardez depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine, regardez l'effondrement du CAC 40. Mais c'est impressionnant quand on compare avec le Dow Jones et la Chine. Le CAC 40 est en train littéralement de s'effondrer. Hein. Le Dow Jones et le MSCI China, depuis le début de l'année, ils ont à peine perdu 10%, quand le CAC 40 est déjà à plus de 20% de baisse. Euh, donc attention, voilà, c'est bien beau d'avoir une rhétorique guerrière de la part de notre ministre de l'économie, Bruno Le Maire, qui je ne sais pas quel poste il cherche à occuper dans un nouveau gouvernement Macron ou autre, sans doute Macron, je ne sais pas, mais il faut faire attention à ce que l'on raconte. La France est déjà très durement touchée par la crise. Alors pour le moment, les classes moyennes ne le voient pas, ne le perçoivent pas, mais les marchés, eux, clairement, sanctionnent l'attitude de nos dirigeants, des dirigeants français. Et regardez, les Américains sont assez malins. Ils ont certes des propos effectivement durs envers la Russie, mais ils savent avoir une rhétorique suffisamment, on va dire, euh, politique, malléable, pour ne pas griller leurs cartouches. Et les Chinois, pareil. Les Chinois, pareil. Voilà, Xi Jinping est malin. Il, il ne va pas, il est plutôt proche de la Russie, mais vous voyez bien qu'il n'apporte pas un soutien inconditionnel à la Russie. Voilà, il ménage une porte de sortie. Voilà, il s'abstient à l'ONU et en même temps, voilà, il n'exclut pas de commercer avec la Russie pour les matières premières. Enfin, c'est très très malin ce que fait Xi Jinping. Pareil pour les États-Unis, il critique la Russie, il hausse le ton, mais dans les faits, ils mesurent leurs sanctions, ils évitent de prendre des sanctions comme ça unilatérales de manière trop agressive, et on le voit, hein, le Dow Jones américain, pour le moment, il résiste assez bien. Et regardez le CAC 40 qui s'écroule complètement, qui s'effondre, parce que ben voilà, nous, on s'est mis en première ligne, peut-être un peu trop rapidement. Peut-être un peu trop rapidement, on aurait peut-être dû. Alors je dis pas qu'il faut pas condamner l'action russe en Ukraine, mais peut-être se coordonner davantage avec les autres grandes puissances que sont les États-Unis et la Chine. Parce que là, voilà, on est parti en premier là, mais voilà, on est parti sur la mobilette comme on dit, mais les marchés nous le font payer.
Et là, on a un deuxième graphique, c'est l'euro-dollar. Regardez l'effondrement de l'euro, hein. L'euro est en train littéralement de s'effondrer. On passe en dessous de 1,10. Il y a encore à peine un mois, on était à 1,15 quasiment. Et là, on est à même pas, on est à 1,9, 1,09. Enfin, sur le Forex, c'est énorme, hein. Une chute de 5% de l'euro contre le dollar, c'est monstrueux. C'est énorme. On a une devise européenne qui est en train de souffrir de la situation. Donc les marchés nous font payer assez cher les décisions de nos dirigeants. Et là, on voit en parallèle, on voit les États-Unis et la Chine qui se renforcent, hein. Là, je vous montre, hein, donc le dollar qui s'est renforcé par rapport à l'euro. Et là, vous voyez l'évolution entre le dollar et le yuan, bon, qui est assez stable, hein. Le yuan se renforce légèrement face au dollar, hein. Euh, on voit que le dollar baisse un petit peu par rapport au yuan, mais c'est kiff-kiff. Donc on voit un euro qui chute. On voit la bourse française qui s'effondre littéralement. Vous avez vu vendredi, on est passé en ligne droite de 6500 points à 6050 points. Et vous voyez des indices américains, des indices chinois qui tiennent la route. Vous avez des devises chinoises, le yuan, le dollar qui tiennent la route, et l'euro qui malheureusement se prend de plein fouet cette crise. Et comme si cela ne suffit pas, on a des matières premières, des prix de matières premières énergétiques qui explosent. Regardez le prix du gaz, le prix du gaz qui passe en quelques mois de 1000 à de 2000 on va dire à 4000, il a doublé. Vous avez le prix du pétrole, alors lui qui en l'espace de 2 ans, il a été multiplié par 10, et même en l'espace de on va dire de un an et demi, il a été multiplié par 2, et avec une explosion là de 20%, de plus de pratiquement 30% en l'espace d'une semaine. Voilà, c'est impressionnant. On a déjà une inflation avant même que les prix du pétrole ne prennent 30% suite à cette crise ukrainienne. On a déjà une inflation qui dépasse les 5% en zone euro. Je vous laisse imaginer la hausse de 30% des prix du pétrole combinés, parce que ça c'est du prix du pétrole exprimé en dollars, mais vous avez aussi l'euro qui baisse par rapport au dollar, donc je vous laisse même pas imaginer l'inflation qu'on risque de se prendre dans les prochains mois. Alors là, je vous parle même pas des prix des matières agricoles qui s'envolent, hein. Regardez le cours du blé là, qui a explosé à la hausse avec l'invasion de l'Ukraine, hein. Je vous avais dit en début, hein, l'Ukraine a été la réserve de blé de l'Europe. Staline, la première chose qu'il a fait, hein, je vous rappelle en début de vidéo, il a mis la main sur le blé ukrainien via la collectivisation. Et ensuite, quand Hitler a envahi l'Ukraine, la première chose qu'il a fait, il a mis les Ukrainiens en esclavage pour s'accaparer les matières premières alimentaires de l'Ukraine pour nourrir la population allemande. Là, on voit, avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le prix du blé, il a pris 50%, on est passé de 800 à 1200, il a pris 50% en quoi? Allez, en 10 jours, quoi. Le maïs, pareil, hein, le maïs, alors peut-être moins violent que le blé, mais le maïs, il a aussi pris quasiment 20% aussi en quelques jours. C'est impressionnant. Donc, non seulement on a des prix du carburant qui s'envolent, mais on a également les prix de l'alimentation, des denrées alimentaires qui s'envolent. Donc, je vous laisse même pas imaginer les prix dans les rayons de supermarché, à combien ils vont s'envoler. Les métaux industriels aussi, ils explosent, hein. Regardez le cuivre où on en est, on approche, on a eu une hausse permanente, on a eu une consolidation du cuivre, et là, le cuivre va aller tester la zone des 50 000, et là, il y a un risque que le cuivre explose encore à la hausse. Alors là, je vous parle même pas de l'aluminium, hein. L'aluminium qui, depuis le début de la crise ukrainienne, il a quasiment pris ouais 30%. Donc là encore, c'est des métaux industriels, c'est très important. Les voitures, vous les fabriquez pas en coton. Les voitures, vous avez besoin de cuivre, vous avez besoin d'aluminium, enfin vous avez besoin de métaux industriels. Regardez l'explosion des prix
des métaux industriels. Et là, les métaux précieux, qui eux aussi s'envolent. Regardez l'évolution des prix de l'or, l'évolution des prix de l'argent, qui sont en augmentation constante. Et tout ça, c'est quand même assez inquiétant, parce que quand vous achetez un produit fini au supermarché, vous allez payer, vous allez payer quoi? C'est quoi un produit que vous achetez? Quand vous achetez un téléphone, vous achetez une télévision, vous achetez un plat préparé, euh, vous achetez une voiture. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut pour les fabriquer? Il faut de la matière première, que ce soit une matière première industrielle type zinc, cuivre, aluminium. Il faut des matières premières alimentaires pour tout ce qui est alimentation, donc blé, maïs, soja, etc. Or, le prix de toutes ces matières premières a explosé, mais quand vous achetez votre produit dans le magasin, vous allez acheter, vous allez payer aussi le coût de transport de ces produits. Or, aujourd'hui, un des moyens de locomotion le plus important, c'est le pétrole. Et le prix du pétrole a explosé en dollars. Mais vous, vous êtes européen, donc vous allez payer vos produits en euros. Mais si l'euro chute par rapport au dollar, vous allez en plus avoir de l'inflation importée liée à la baisse de l'euro par rapport au dollar. Donc on a d'un côté tous les produits qui permettent, qui vont rentrer en magasin, qui permettent de fabriquer des produits en magasin que vous consommez, dont la valeur en dollars explose à la hausse. Et en plus, le dollar lui-même monte par rapport à l'euro. Donc vous imaginez l'énorme baisse de pouvoir d'achat qui nous attend dans les prochains mois. Et ça c'est ce qui m'amène à penser que l'Europe pourrait sortir grande perdante de ce conflit. Alors, mes conclusions et mes conseils, hein, on est quand même sur une chaîne sur la liberté financière. Donc clairement, un conflit comme ça peut, si vous êtes sur le point de conquérir votre liberté financière, un tel conflit peut vous éloigner de la liberté financière. Il peut même, si vous gérez mal votre patrimoine, il peut même vous supprimer votre liberté financière. Un peu à l'image de l'Ukraine qui voit sa souveraineté, on va dire, bafouée. Votre liberté financière, si vous avez réussi à la conquérir, une crise comme ça, si vous ne faites pas attention à votre patrimoine, vous pouvez très très bien être obligé de retravailler, de revenir salarié pour assurer vos besoins. Donc, en conclusion, alors premièrement, on va quand même finir sur une note positive, hein. Je ne crois pas à un scénario d'embrasement généralisé avec Troisième Guerre mondiale. Moi, je ne pense pas que les Russes ou les Occidentaux, les pays de l'OTAN, soient assez fous pour rentrer dans un processus d'escalade incontrôlé qui aboutirait à une troisième guerre mondiale qui serait nucléaire. Et même si Poutine dérape, à mon avis, je pense qu'il doit y avoir des contrepoids en Russie pour empêcher qu'à l'initiative d'un seul homme, on ait l'irréparable qui soit commis. Moi, j'y crois pas trop. Par contre, la crise semble être partie pour durer, avec à la clé de nouvelles ruptures dans les chaînes d'approvisionnement déjà mises à mal par le Covid. Troisièmement, sur le plan politique en France, bon, voilà, on vit en France et voilà, on vit pas en Ukraine, on vit pas en Russie, on vit pas aux États-Unis. Pour moi, Emmanuel Macron sera élu dans un fauteuil. On va avoir je ne sais pas quel score il fera, mais on risque d'avoir des scores fleuves d'Emmanuel Macron qui, à mon avis, a déjà assuré sa réélection. Par contre, et ça c'est le paradoxe, il va avoir très très peu de pouvoir pour faire passer des réformes, tant les conditions de pouvoir d'achat vont être dégradées. Je vous laisse imaginer, il avait voulu monter la taxe carbone, il a voulu faire la taxe carbone en, 2018, quand le prix du baril, le prix du litre d'essence à la pompe, il devait être à 1,2, 1,3 euros litre, 1,3 euros le litre, et vous avez vu les gilets jaunes. Donc, je vous laisse imaginer s'il essaye de faire des taxes carbone, de remonter l'âge de départ à la retraite, d'enlever des droits aux chômeurs, de mettre de nouveaux impôts. Je vous laisse imaginer avec un prix du litre d'essence à 2 euros, voire 2,50 € le litre, avec des factures de gaz pour tout
toutes celles et ceux qui se chauffent au gaz qui vont être augmentés de 50%. Là, aujourd'hui, si vous avez trouvé que le gaz a augmenté, vos factures de gaz ont augmenté, vous pouvez être sûr que si les prix ne rebaissent pas, là, sur le marché, vous allez encore avoir 50% d'augmentation sur votre facture de gaz. Donc, dans un tel contexte, je vois mal Emmanuel Macron, voilà, il sera réélu, mais il aura il n'aura pas du tout les mains libres pour entreprendre des réformes sans risquer une colère populaire. Donc, voilà. Alors, sur le plan économique, j'avais défini il y a un an 4 scénarios possibles pour le futur. Donc un scénario boucle d'or, avec une reprise post-Covid, avec inflation contenue et forte croissance. Alors ça aurait pu, clairement ça aurait pu, mais bon là, avec ce scénario ukrainien, à moins qu'on trouve une solution assez rapide, à mon avis le scénario boucle d'or avec inflation temporaire et croissance durable, ça paraît difficile. Covid-22, donc c'est l'émergence d'un variant du Covid dangereux et contagieux. Donc là, c'est devenu très peu probable, hein, depuis qu'on a démontré qu'Omicron, finalement, c'est pas plus qu'un rhume. A priori, il y a de grandes chances que les prochains variants du Covid soient encore moins dangereux que Omicron. Donc, a priori, au niveau sanitaire, on est plutôt sur une désescalade, on est plutôt tranquille. Troisième scénario, c'est l'austérité. C'est-à-dire on met en place des réformes pour réduire la dette, etc. Théoriquement c'est possible, mais j'y crois pas. Et je vous ai expliqué en haut pourquoi, hein. C'est-à-dire que pour pouvoir mettre en place une politique d'austérité, il faut avoir un gouvernement fort, légitime, une population qui a un pouvoir d'achat important. Or là, je vois très très mal Emmanuel Macron qui finalement sera réélu par défaut, grâce ou à cause de la crise ukrainienne, qui sera un peu un président par défaut, et dont ses concitoyens, c'est-à-dire nous, on verra un pouvoir d'achat très fortement dégradé. Donc je vois très très mal Emmanuel Macron nous mettre des mesures d'austérité pour redresser les finances publiques. Donc ce scénario me paraît aussi peu probable. Et donc le troisième scénario, qui pour moi me paraît très probable, c'est le scénario dit de stagflation, avec finalement un emballement de l'inflation et un ralentissement de la croissance. Alors je finis maintenant cette longue vidéo, excusez-moi, par des conseils, vraiment des conseils hyper importants. Vous pouvez les suivre ou ne pas les suivre, mais moi en tout cas je les applique à moi-même. Premier conseil, évitez de réagir avec passion et parti pris face à l'actualité. Prenez le temps de construire votre réflexion, un peu comme je viens de le faire dans ce dossier. Vous avez vu que dans ce dossier, je n'ai pas été pro Poutine, j'ai pas été pro Zelensky, j'ai essayé d'être le plus neutre possible, j'ai essayé de dire avec mes mots à moi ce que je pense de la situation, d'essayer d'analyser les conséquences les plus objectives possibles sans réagir avec passion, avec un parti pris. Donc, deuxième conseil, hein, donc arrêtons, arrêtons de jouer le jeu des médias qui veulent cliver la population. Il faut arrêter, je suis pro-vaccin, je suis anti-vaccin, je suis pro-ukrainien, je suis pro-russe, je suis pro-Zelensky, je suis pro-Poutine. Voilà. Il faut arrêter de jouer ce jeu. Voilà, on peut pas, voilà, il faut choisir ses guerres, comme on dit, on peut pas faire partie de tous les conflits. Donc il faut arrêter, voilà, de voir, d'analyser l'actualité avec passion. Il faut savoir prendre du recul, prendre de la hauteur avec les événements, comme le font d'ailleurs les marchés. Les marchés boursiers, ça, ils savent le faire. Troisième point, d'ailleurs, qui est un peu en corollaire, hein, prenez du recul pour analyser froidement les choses et ne suivez personne aveuglément. Moi compris. Tout ce que j'ai dit dans cette vidéo, il ne faut pas que vous hésitez à prendre du recul avec ce que j'ai dit, parce que moi-même je peux me tromper. Et je me suis déjà trompé par le passé. J'ai déjà fait des erreurs dans le passé, et j'en ferai sans doute dans le futur. Donc prenez le temps aussi de, voilà, d'avoir un esprit critique sur tout ce que vous pouvez voir dans les médias, que ce soit les médias officiels ou les vidéos YouTube, y compris parce que moi, je suis en train de vous dire là. Quatrième point, très important,
que l'on soit pro-russe, pro-ukrainien, pro-Poutine, pro-Zelensky, etc., 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 anti-vax, pro-vax, l'inflation va sans doute déraper fortement et durablement. Mettez-vous en position de force pour négocier des augmentations ou essayer de changer d'employeur ou de secteur tant que le marché de l'emploi reste dynamique. Ça, c'est hyper, hyper, hyper important parce que ne pas avoir d'augmentation de salaire quand vous avez une inflation à 1%, c'est pas grave. Ne pas avoir d'augmentation de salaire quand vous allez avoir une inflation à 10% par an, c'est dramatique. Et là, je vous ai fait un petit graphique. Supposons, là j'ai pris l'exemple d'une personne qui gagne 2 000 € par mois aujourd'hui, et j'ai pris une hypothèse d'inflation de 10% par an. Ce qui est tout à fait possible, quand regardez le pétrole qui a été multiplié par 10, regardez le blé qui a été multiplié par 2. Enfin là, voilà, on a on a des exponentiels là, donc prenons voilà quelqu'un qui gagne 2 000 € par mois, qui n'a pas forcément le courage, qui n'ose pas négocier avec son employeur une augmentation de salaire, avec 10% d'inflation par an, ce qui est tout à fait possible. Et ben quelqu'un qui gagne 2 000 € aujourd'hui, à, à la fin, au début de l'année 2025, dans 3 ans, il gagnera l'équivalent de à peine 1 500 € par mois à horizon 3 ans, à peu près 1 490 € pour être un peu plus précis. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte. Vous gagnez 2 000 € par mois aujourd'hui, vous restez 3 ans sans être augmenté avec une inflation à 10%. Votre pouvoir d'achat dans 3 ans sera équivalent, ça sera pareil que si vous gagnez à peine 1 500 € par mois en seulement 3 ans. Donc ça, c'est hyper, hyper, hyper important. Voilà, et ça, malheureusement, les médias, bon, voilà, ça, ils vont pas forcément trop vous en parler. Voilà, on va vous parler du foot, du sport, du pain et des jeux, voilà. Mais ça, voilà, gardez ça en tête. C'est bien beau de faire de la politique, de s'intéresser, voilà, de prendre parti pour les vaccins, contre les vaccins, pour Zelensky, pour Poutine. Voilà, on a nos opinions, voilà. Mais dites-vous bien que il n'y a rien qui remplace un buffet plein, comme on dit. Il n'y a rien qui remplace une bonne table bien garnie avec des bons produits. Et l'inflation, ça, c'est quelque chose que vous devez suivre comme le lait sur le feu et prendre dès à présent toutes les dispositions pour vous prémunir contre ce fléau. Ça, c'est quelque chose, voilà, c'est hyper important. Voilà, voilà, que vous soyez d'accord avec moi ou pas d'accord avec ce que j'ai dit sur l'histoire des Russes, des Ukrainiens, etc. Peu importe, on va dire. Je veux dire, je suis loin d'avoir la vérité absolue. J'ai passé des heures et des heures à essayer de comprendre les enjeux de ce conflit parce que je m'intéresse aux choses. Euh, voilà, c'est pas important que vous soyez d'accord ou pas avec moi. Par contre, faites gaffe à l'inflation. Parce que ça, pour le coup, que l'on soit pro ceci ou pro cela, on va se taper une inflation, à mon avis, comme on n'en a jamais eu depuis quasiment 50 ans. Depuis 40 ou 50 ans. Et ça, faites attention et prenez les dispositions. Et enfin, dernièrement euh, construisez une stratégie patrimoniale résiliente face à l'inflation en mixant des investissements qui vous servent de revenus complémentaires avec aussi des investissements indexés sur la croissance et l'inflation. On peut très très bien envisager, mettons, je sais pas, une poche investie dans des actifs qui vont vous verser des revenus complémentaires assez réguliers, assez stables dans le temps, dérivés de l'immobilier, mais il n'y a pas que l'immobilier physique, il n'y a pas que la pierre physique, il y a d'autres produits, et avec évidemment des supports, ça peut être des comptes titres, des assurances vie, architecture ouverte, plateforme de trading, etc., dans lesquels vous investissez sur des fonds, sur des produits qui vont vous générer de la surperformance et qui pourront être indexés sur la croissance et l'inflation. Donc voilà pour cette très très longue vidéo. Je crois que depuis que j'ai créé cette chaîne, j'ai rarement fait une vidéo aussi longue, mais c'était vraiment important pour moi de vous faire un dossier complet sur les enjeux de cette crise entre la Russie et l'Ukraine, qui, comme vous le voyez, dépasse largement
l'antagonisme entre Zelensky et Poutine. On voit qu'il y a énormément d'intérêts croisés, de puissances économiques et militaires qui sont, on va dire, parti pris dans ce conflit. Voilà. Donc, en conclusion, voilà, gardez la tête froide, pensez à vos affaires, à votre argent, à votre patrimoine, à votre salaire. Faites attention à l'inflation et voilà, voilà, prenez le temps de vous documenter, ayez l'esprit critique et en tout cas, n'hésitez pas à me mettre plein de commentaires, à commenter cette vidéo, à me poser des questions, parce que c'est aussi important pour moi d'avoir vos réactions, vos avis. Et puis bah écoutez, je vous souhaite voilà, une bonne soirée ou une bonne journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Et j'espère vous retrouver bientôt pour de nouvelles actualités. Voilà, voilà. Salut, à bientôt tout le monde. Salut tout le monde.